Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue une nouvelle fois pour une émission Neko Co. L'émission proposée par des étudiants, accessible à tous et à toutes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir Olivier. Bonsoir Antoine. Donc voilà, une émission un petit peu spéciale aujourd'hui. C'est une émission finalement entre nous. Hein, Olivier. Bah, très heureux de partager une nouvelle fois une discussion avec toi. Alors, attends, je vais couper la musique, ou au moins la mettre un peu moins fort. Voilà, donc dans le chat, est-ce que vous allez bien? C'est une question qu'on pose finalement pas suffisamment à mon goût. Est-ce que vous allez bien? Alors, on a 2-3 trucs à vous expliquer. Bonsoir Zilfa, bonsoir Titi King, bonsoir Gardino. On a 2-3 trucs à vous expliquer. On a décidé d'augmenter un petit peu la cadence de contenu proposé. Et donc, à partir de cette semaine et à partir de dimanche prochain, tous les dimanches, il y aura un petit peu une revue de ce qui s'est passé dans la semaine. Voilà, donc ça va être proposé par moi-même. Il y aura de temps en temps des personnes qui seront là. Il y aura d'autres émissions spéciales qui vont arriver dans le mois de mai, mais ça, on vous garde un petit peu la surprise, forcément. Alors, donc, moi, je vais me présenter. Hein. Moi, je suis Antoine, je suis étudiant en master économie de l'environnement à Reims. Transition écologique et politique publique, voilà, pour être précis. Olivier également, donc on est dans la même classe. On a de la chance. Hein. On a vraiment de la chance. Et donc voilà, en fait. Donc ce soir, on a choisi deux sujets assez particuliers et finalement qui sont qu'on trouve assez peu discutés finalement dans les médias comme d'habitude. Ce sont des sujets qui nous touchent, ce sont des sujets d'actualité. Le premier, c'est qu'on va parler du fait de s'endetter et de faire des emprunts quand on est jeune. Donc, des fois, ça peut poser souci. Le second, ça va être de voir si on peut réconcilier le numérique avec l'environnement. Parce que vous allez voir que le numérique n'est pas toujours si écologique que ça. Et donc ça, là-dessus, Olivier va bien nous apporter énormément d'informations, puisque c'est un petit peu, c'est quasiment le titre de ton mémoire, hein, en fait, Olivier. Ouais, c'est ça, ou à peu près, ouais. J'ai aussi un de nos collègues qui bosse aussi dessus, donc c'est pour ça que ça va être assez Voilà, intéressant. ça va être super. N'hésitez pas à participer un maximum dans le chat, comme d'habitude. Et donc, entre ces deux discussions, il y aura bien évidemment Sandra qui va nous faire sa petite rubrique vue par Sandra. Allez, sans plus attendre, mesdames et messieurs, on va pouvoir déjà passer à la première discussion. C'est parti. Alors, s'endetter quand on est jeune, vaste question. Donc, pour rappeler en général pourquoi on s'endette. Alors, petit disclaimer avant, on va pas parler de s'endetter quand on est étudiant. Hein. On va pas se concentrer que sur les étudiants. On va aussi prendre en compte bien les nouveaux actifs dans le monde du travail. En fait, on va essayer d'englober un maximum de choses. On va parler du prêt étudiant. On va parler peut-être un petit peu des pièges qu'il faut éviter. Mais voilà. Donc généralement, quand on est amené à quitter le foyer familial, il y a 3 possibilités pour démarrer. La première, c'est de se faire aider financièrement par les parents, par la famille, par des proches. La deuxième, c'est d'avoir une aide financière, donc de l'État. Voilà. La troisième, oui, en fait, il y en a 4. La troisième, c'est de travailler, finalement. Et la quatrième, c'est de faire un emprunt. Alors, faire un emprunt. Cette dernière solution, elle a été envisagée par nombre d'étudiants, notamment ceux qui sont... excusez-moi. Notamment ceux qui vont dans les écoles privées, où on sait que les frais de scolarité peuvent être assez onéreux. Ça a été estimé pour les étudiants à 3 milliards d'euros en 2013 au total. Mais voilà, on en reparlera des étudiants. Mais du coup, Oli, est-ce que tu peux nous expliquer quand même un petit peu comment ça fonctionne un prêt, finalement? Reprenons les bases. Pendant les bases. Reprenons Bon, les bah, bases. alors de toute façon, que ce soit pour tout agent économique, hein,
Un prêt, donc c'est comment? C'est octroyé par les organismes financiers, hein, les institutions financières, notamment les banques ou ça peut être aussi d'autres institutions financières que les banques, donc qui répondent en fait aux besoins de financement, des ménages, donc plus particulièrement dans notre cas des étudiants. Qu'est-ce qu'ils vont regarder? Donc les banques, quand elles vont octroyer un prêt aux étudiants, elles vont regarder, bah, un peu la solvabilité de l'étudiant et comment on va dire le projet professionnel de l'étudiant derrière. Alors, tu Parce as que juste la solvabilité, c'est la c'est quoi? C'est, la ça possibilité de rembourser derrière? C'est comment on peut en fait, c'est faut savoir si tu es solvable. Une entreprise peut, si une entreprise est plus solvable, on va dire, enfin, non. Si tu es solvable, ça veut dire que tu peux rembourser. OK. C'est-à-dire Donc c'est qu'avec tout ton qu'on patrimoine, considère que tu seras en possibilité de rembourser plus tard. rembourser, D'accord. voilà, c'est ça. Et ce qu'il faut savoir, bah, voilà, c'est que si tu es pas solvable, beh, c'est un peu, ça s'appelle un défaut de paiement et là, tu pourras pas, les institutions financières ne pourront pas récupérer ce qu'elles t'ont emprunté. Exemple. OK. Donc le prêt, il fonctionne comme ça. Généralement, là, on peut voir notamment tous les jeunes, hein, je pense aussi, beaucoup à ceux qui sont en école de commerce ou, qui sont dans des écoles privées, il y a souvent des taux étudiants à prêt à taux zéro, pardon. Donc OK. c'est d'ailleurs un peu la norme, hein, taux à taux zéro, prêt étudiant à taux zéro, qui n'impose pas du coup des frais, des intérêts, donc des frais pour étudiants en plus, donc des intérêts. D'accord. Et les modalités de remboursement, elles sont souvent, comment dire? Valables. Elles commencent seulement quand l'étudiant commence à travailler. D'accord. Oui, il y a une certaine capacité de remboursement Bah, alors et après justement, c'est prélevé tous les on mois. y reviendra sur le prêt étudiant, j'ai un magnifique graphique à vous montrer pour tout comprendre. Alors il faut savoir que généralement un prêt c'est, on emprunte un certain montant, imaginons on emprunte 10 000 €, il va y avoir généralement un taux qui va être fixé. Donc imaginons un taux à 2. C'est un faible taux, hein, quand même 2, c'est 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 envisageable. C'est le taux Heu, actuel d'ailleurs. comment? C'est un peu les taux actuels, un peu C'est partout un peu les d'ailleurs, taux hein, les taux actuels. sont assez bas. Donc voilà. Donc, si on emprunte 10 000 € à taux 2, on va devoir rembourser in fine ces 10 000 € plus 2 de 10 000 €. C'est-à-dire 200 €, si je dis pas de bêtises? Ouais. Oui, c'est ça. Oh là, ta caméra a freeze, Olivier. Ah non, c'est Ouh bon, là c'est bon, là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. c'est bon. Alors, si tu as oui, si tu as le Covid variant indien, normalement, tu es solvable quand même, hein, le télétravail. Ça devrait fonctionner. Et alors, donc quand on parlait des taux des prêts étudiants à taux zéro, c'est que, on va rembourser. Si on emprunte 10 000 €, on va rembourser 10 000 € à la fin. Dans l'idée, donc c'est ce qui peut se passer. Heu, En fait, dans les faits, pour les prêts étudiants, ce qui va se passer de manière générale, c'est que on va avoir une période qui va être appelée les années de différé. C'est-à-dire des années de différé ou des années de différé partiel. Alors, attendez, hop, petit graphique. Donc voilà, on emprunte 10 000 €. Donc voilà, pendant les 3 premières années, imaginons, on rembourse 16,67 € par mois. Donc en fait, on va rembourser les intérêts. Et derrière, pendant les 4 années de travail, on va rembourser 216 € par mois. En gros, c'est un petit peu le mode de fonctionnement des années différées. Là, on est dans le cadre d'un prêt étudiant avec un taux différent de zéro. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que pendant les périodes d'études, on va rembourser les intérêts. Et après, pendant les périodes de travail, on va rembourser bien le prêt en entier. Bon, alors là, on a expliqué un petit peu les bases de tout ce qui va être le fonctionnement d'un prêt. Maintenant, on peut peut-être un peu plus se concentrer sur la question de pourquoi, en fait, déjà, pourquoi s'endetter quand on est étudiant, de manière générale. Ah ouais, Olivier, t'as freeze encore, hein. Encore une fois, hein. Ah, il est parti. Il est parti. Mesdames et messieurs, il est... Ah oui, non, c'est pas moi.
Là, normalement, vous m'entendez, ouais. Là, normalement, vous m'entendez. Alors, du coup... Donc là, c'est pas moi qui ai une coupure de courant. Ok, bon, bref, de toute façon, c'est les aléas du direct. C'est pas grave, c'est les aléas du direct. On va essayer de récupérer Oli tout de suite. Olivier tout de suite. Oui, on m'entend. Mais alors, est-ce que vous allez bien? Vous, est-ce que vous allez bien? Dites-le nous. Si ça va pas, dites-le nous. On essaye de faire en sorte que ça aille mieux. Ouais, bof. Ben nous, on est un peu dans la même panade. Alors, je n'ai pas d'informations d'Olivier. Je sais pas si j'ai mon téléphone quelque part. Pas du tout. Si, ça va. Ça va. Je vous ai parlé de la chaîne... Piflo assure pendant qu'Oli bug. Oui, oui. Je vous ai parlé de la chaîne Rocky Mosby sur Twitch ou pas? Ah, Oli est revenu. Alors, Olivier, est-ce que tu nous entends? Ouais, Oui. c'est parfait. J'ai eu un Alors, gros bug de qu'est-ce qui connexion, je s'est suis vraiment passé? désolé. Qu'est-ce Je sais qui pas s'est ce qui s'est passé? passé. Ok, t'es revenu. C'est assez surprenant d'ailleurs. Alors, je vais avoir, Ouais, c'est je bon. vais, je vais avoir un problème de webcam là. Est-ce que tu peux faire un partage d'écran s'il te plaît, Oli? Pas de Parce que soucis. là, on va avoir un problème de webcam. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, il est revenu, ne vous en faites pas. Il est revenu. Alors, attendez 2 secondes. Alors, si je fais ça. Ça. Mhm. C'est. Je suis régisseur de métier. Voilà, voilà, voilà. C'est bon. C'est bon, Olivier. C'est bon? On est revenu, on est revenu, on est revenu. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'était en fait... Ah non, est-ce Non, que faut tu que je peux garde. garder, ouais, est-ce que tu peux garder ton partage d'écran, s'il te plaît? Je parle depuis Atlantide. Pas de soucis. Non, c'est bon, il est toujours là, ne vous en faites pas, il est toujours là. Alors du coup, ouais, Olivier, la question que j'étais en train de te poser quand tu es parti... Alors, est-ce que tu m'entends là encore? Voilà, en conclusion, je t'entends très très bien. Oula, J'ai oui. changé des prises de caméra, ouais, c'est Oui, là, peut-être que tu m'entends là, juste. il y a quelques... Il a Ouais. rebondi tel Aquaman de l'eau. Alors du coup, la question, ouais, c'était... Pourquoi on s'endette quand on est étudiant? De manière générale. Si on peut faire une généralité. Bon, en tout cas, dans le cas d'un étudiant, dans le cas étudiant, bah, c'est pour payer ses études. C'est pour pouvoir comment accéder à une école, notamment qui permettra d'augmenter ses chances d'employabilité Ouais, alors Olivier, en au fait, futur. C'est coupe, surtout je ça. pense coupe ton partage d'écran, ça bug trop là. J'essaie de voir si je peux en faire Vas-y. un, mais vas-y, coupe ton stream, Oli. Il y a que des bugs. Excusez-moi, mesdames et messieurs, excusez-nous, hein, il y a que des bugs. Ah, Vas-y. j'ai coupé en plus, hein. Ah oui? Non, même pas. Non, tu l'as Ouais, pas ouais, j'ai coupé. coupé. Tu ne l'as pas coupé. Ça va revenir, ça va revenir. Voilà, voilà, là c'est mieux. Là c'est mieux. Ok. Alors, est-ce que c'est pas plutôt son carnet d'adresses qui augmente son employabilité? Alors, c'est... J'ai pas très bien compris la question. J'ai pas très bien Moi non compris la plus. question. Bref, Olivier, donc, la question était... Il y a que des problèmes là. Que des problèmes. C'est relations sociales. C'est les aléas du Alors, direct, c'est les ouais, aléas on du parle... direct, hein. Alors, oui, faut faire... Faut faire la différence, on parle pas d'employabilité, on parle de solvabilité. L'employabilité, c'est la capacité à être employé plus Oui, tard. bah, c'est ce que je veux dire, c'est pourquoi les tu me posais la question de pourquoi les étudiants faisaient des prêts, mais pour moi c'est ça, c'est pour pouvoir en fait plus tard, donc faire une grande école, faire Ouais, une école qui est prestigieuse, pour pouvoir plus tard, augmenter ses capacités d'avoir un emploi, si possible bien payé, pour pouvoir rembourser le prêt derrière, donc voilà, et accéder à un niveau de vie qui serait assez confortable oui, voilà. et aussi à une bonne carrière professionnelle. Et donc, en fait, c'est les banques qui considèrent que ces personnes-là pourront plus tard avoir le statut professionnel pour pouvoir rembourser le prêt. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée des institutions financières qui acceptent de prêter de l'argent. C'est un peu ça, oui, c'est un peu ça. Il faut voir le projet. De toute façon, après, les institutions financières, elles prêtent, mais comme c'est à taux zéro, il n'y a pas de comment on va dire que le capital risque n'est pas, n'est pas pris en compte. Si c'est à taux zéro, le taux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il représente, on va dire, le risque. On va dire, quand on prête à un taux qui est très élevé, généralement, c'est parce qu'on n'a pas très confiance.
on n'a pas beaucoup confiance. Et si on prête à un taux qui est relativement peu élevé, c'est parce qu'on a confiance, parce qu'on se dit que la situation économique est favorable. D'accord, On peut voir ce cas-là notamment, bon, c'est pas forcément le cas tout le temps, dans les marchés actuels parce qu'il y a plutôt une baisse des taux pour qu'on ramène la confiance, pour que les gens empruntent, consomment, notamment actuellement sur le marché mondial. Mais si on ne prend pas si à taux zéro, c'est qu'il n'y a pas de risque, notamment pour, on ne peut pas quantifier le risque oui. pour les institutions financières. Parce qu'un étudiant, il peut ne pas décrocher son diplôme et derrière avoir toujours ce prêt à À rembourser. rembourser, oui. Mais s'il n'a pas d'emploi, s'il n'a pas un certain revenu aussi, il ne remboursera pas son prêt. Donc il faut savoir après que les institutions financières, elles n'ont pas non plus, le pouvoir sur tout. Donc c'est ce qui s'appellera défaut de paiement, ce qui est quand même courant dans le monde aussi, de la finance. Et alors, pour rembourser, pour ces défauts de paiement, est-ce qu'il y a des personnes qui font comme l'État? Voilà, je, je fais un petit parallèle à notre dernière émission. Est-ce qu'il y en a qui, est-ce que tu penses que c'est imaginable de devoir emprunter pour rembourser des prêts d'avant et vivre en fait de ces emprunts? Beh, c'est possible, oui, c'est possible. Par exemple, il y a des étudiants, alors en France, je pense que c'est, assez minoritaire, mais dans des pays, notamment comme aux États-Unis, il y a des gens qui empruntent, qui font des grandes écoles, hein, notamment Princeton, Harvard, mais qui derrière ne trouvent pas d'emploi. Par exemple, on peut prendre un cas, la crise de 2008, crise financière de 2008, boum, bah, plus de travail aux États-Unis, je sais pas combien énormément de chômeurs, hein, il y a eu des millions de chômeurs, hein, Mhm, suite à cette crise. Donc derrière, les étudiants, mais que ce soit dans tous les secteurs, donc des étudiants qui normalement eux, ont des emplois de cadre. Je parle notamment parce que on prend plus l'exemple quand même d'étudiants qui font bac plus 5. mhm. Donc, ils peuvent pas rembourser, ils ont leur prêt, mais derrière ils peuvent pas rembourser, donc ils ont en fait un prêt un peu à vie parce que, ils sont obligés limite de réemprunter pour pouvoir rembourser, mais s'ils n'ont pas les revenus, bah, je sais pas trop comment ça fonctionne les systèmes américains derrière, mais bah, ils vont le garder longtemps, quoi. Et c'est un peu un fardeau parce que directement si on a des prêts non remboursés, derrière, bah, qu'est-ce qu'on peut pas faire? Bah, on peut pas, acheter une maison. Des fois même acheter une voiture, on peut pas. Parce que, si tu as un prêt, bah, ils disent: «Bah, voilà, tu pas solvable, c'est pas possible, tu pas assez de revenus pour pouvoir acheter ci, ça». Mais après, c'est vrai qu'aux Ça peut mettre États-Unis, ils ont quand même moins l'accès aux études entre guillimets gratuites. C'est-à-dire que toutes les écoles, il y a des frais de scolarité. Il faut acheter les manuels des enseignants qui coûtent généralement 90 assez dollars. cher. Allez, on va dire Ouais. 90 dollars. Donc, ouais, ça fait à peu près 80 euros pour chaque matière. Ensuite, oui, il faut se loger, etc. Donc, Et ce qu'il en faut fait, savoir, c'est aux États-Unis aussi, il y a un peu des universités, on va dire, publiques, mais elles sont très mal réputées. oui. Comparées à des et plus en fait l'université est prestigieuse, plus c'est cher d'y aller. Donc, c'est ça aussi. Donc, déjà il faut avoir le niveau intellectuel pour y aller, Mm. parce que c'est assez sélectif. Et puis derrière, il faut pouvoir y aller. Donc des fois, c'est un milieu qui est quand même réservé aux riches, hein. Ouais, c'est très Donc c'est un peu le élitiste. problème aussi. C'est très élitiste, que ce soit, intellectuellement, mais aussi financièrement. Ça, faut le savoir. Ouais. Bah oui, oui, oui. Faut se dire aussi, oui, que. Mais alors, j'ai une autre question. Est-ce que. Enfin, j'ai une autre question. Après, tu auras peut-être pas la réponse. Faut pas hésiter. Faut, c'est pas forcé d'avoir la réponse. Mais aux États-Unis, est-ce qu'on n'est pas plutôt accepté pour l'école d'où on vient plutôt que pour le diplôme qu'on obtient? Bah, ouais, bah, c'est un peu comme en France aussi, hein, quand tu vois, je sais pas, je prends un exemple, hein, bon, même si les compétences sont quand même, il faut prendre en compte les compétences aussi de l'étudiant, même s'il fait une grande école, c'est pas pour ça qu'il soit très compétent dans une entreprise, mais généralement, c'est un peu gage de qualité, on va dire. Tu un diplôme d'Harvard avec un employeur contre, par exemple, un diplôme d'une petite université, derrière de New York ou quelque Mm. chose comme ça, bah, l'employeur, il va se dire: «Bah oui, bah, le mec qui vient d'Harvard, il a l'air d'avoir un background, on va dire, d'études, plus solide que le gars qui a fait une université à New York un peu moins réputée». Donc ça joue beaucoup et ça joue aussi beaucoup dans la détermination aussi du salaire.
Généralement, les postes, bon, là, on prend des très grosses, universités, hein, Harvard, Princeton, Yale. Oui, oui. C'est des gens qui vont gagner, qui vont gagner des salaires à 6 chiffres, hein, donc c'est pas rien non plus, hein, C'est à vrai, l'année, hein. c'est vrai. Donc c'est quand même c'est une sacrée classe quand même aussi. Ouais, c'est Donc pareil, voilà. Rainmaker et Titi King pensent aussi que c'est plutôt l'école, ouais, qui définit l'ex-étudiant. Mais là, on parle des États-Unis, mais c'est pareil au Royaume-Uni. Là, je vois que les frais d'année scolaire au Royaume-Uni, donc c'est pour les étudiants. C'est pareil, hein, on est à 3 000 livres, à 9 000 livres par élève. Donc là, Ouais. et encore, il y a eu une mesure de David Cameron, donc le premier ministre de l'époque, euh, qui avait mis un plafond justement à ces frais maximum de scolarité. Alors, ils vont faire quoi avec autant d'argent? La fac, ils ont des lieux de dépenses. Bah, Aux faut bien États-Unis, payer ils les ont des profs, lieux de hein. dépenses. Les Faut bien profs, payer les profs. bon Je salaire, sais les pas si en profs aussi, économie vous ouais. connaissez, mais je sais pas, il y a des profs comme, Joseph Stiglitz par exemple qui étudie, enfin qui donnent des cours à des grosses universités, donc ces gens-là, il faut les payer, hein. C'est des profs, les profs en France qu'on voit notamment aux universités sont pas très bien payés comparés à des profs qui sont, aux États-Unis, hein. Mm. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une fuite un peu des cerveaux, comme on dit, hein, en Europe en général, c'est que les professeurs français sont beaucoup moins bien payés qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays, hein. Ça après, il y a un ordre de grandeur. Bon, ils gagnent quand même bien leur vie, on va dire, comparé à la population générale, mais au niveau d'études qu'ils ont, Et encore, ce qu'il oui, faut savoir, c'est que ils ont 8 ans c'est que d'études, pour hein, être prof pour minimum. être prof d'université, il faut minimum ses doctorats. Après, il y a encore quelques années pour obtenir le statut de maître de conférence. Voilà, donc Mm. maître de conférence, c'est le plus bas échelon, on va dire, universitaire. Donc après, il y a encore Oui. des échelons Après, pour on monter a au-dessus. professeur des universités. Voilà, ce qui pèse déjà bien, hein, ça veut dire, c'est quand même des gens qui travaillent beaucoup et quand tu arrives à là, à ce Ah, niveau-là, c'est ils quand vont. même déjà pas mal. Oui, donc Kubik, il nous dit en fait, ils vont faire quoi avec autant d'argent? Il parlait des anciens étudiants qui trouvent un taf à 6 chiffres de salaire. Ils trouvent aussi, bah déjà, ils ont un prêt à rembourser, mais généralement, ceux-ci, ils remboursent leur prêt assez vite. Mais il faut savoir que c'est assez élitiste aussi, hein, de trouver un métier qui permet de rembourser un assez gros prêt, parce que là, on parle d'ordre de grandeur. Nous, on parle encore des universités françaises privées qui montent à 10 000 € par an, voire 12 000 € par an pour les plus chers. Mais aux États-Unis, c'est du 35 000 $ l'année, hein. Ouais, Donc c'est ça, hein, c'est 35 000 l'année, hein. c'est vraiment des chiffres encore plus gros. C'est clair et ce qu'il faut savoir, c'est que il me semble que la dette étudiante est presque aussi importante que le PIB américain, non, sans dire de bêtises? Elle est très haute, la dette des étudiantes est très haute aux États-Unis, ce qui pose en fait beaucoup de problèmes au sein de l'économie parce que s'il y a une crise ou quoi, bah, ça fait des effets en chaîne qui font que, bah, l'économie peut ne pas se relever. Allez, Voilà. il considère à Faut être 20, agrégé? Non, c'est pas forcément. il considère 20,4 millions d'étudiants inscrits à l'université aux États-Unis en 2011 qui avaient recours aux prêts étudiants. Mais après, ils en ont quasiment tous besoin en fait. Alors, pour le système, il y a Rainmaker qui dit: «Faut être a agrégé». Non, pas forcément. C'est un autre, c'est seulement pour les profs de lycée, tu peux être agrégé, c'est pas forcément pour les professeurs d'université. C'est pas pareil, c'est pas le même système. D'ailleurs, il me semble que c'est pour les prépa et lycée, pour être agrégé. Pour enseigner en prépa, il faut être, professeur agrégé. Mais en université, pas forcément. C'est un autre système. Ok. On va revenir un petit peu quand même sur nos prêts. Il y avait aussi une deuxième. Faut pas les étudiants, mais Donc là, oui, hein. voilà, on a parlé des étudiants. Donc il y a les prêts pour rembourser les frais de scolarité, mais il y a aussi les prêts les prêts à la consommation, en fait, finalement.
les prêts à la consommation, tout simplement pour payer le loyer, pour payer les factures d'énergie, les factures téléphoniques, pour rembourser les crédits à la consommation, tout simplement. Et en fait, il y a Bah, aussi. les cré Vas-y, Oli. ouais, Dis. pour moi, les crédits à la consommation, c'est pas pour pouvoir rembourser quelque chose, c'est pour acheter quelque chose. Donc crédit à la Alors oui, consommation, ouais. mais la nourriture. Faire des La crédits à la nourriture. consommation pour, Ah bah après, oui, il y a faut cumuler aussi avec les aides de l'État, s'il y en a, parce que tout le monde n'y a pas accès non plus. mmh, Mais oui, il est possible de faire un prêt pour pouvoir manger, pour pouvoir consommer. Après, c'est pas un prêt pour aller au McDo tous les jours, pour la plupart des gens, je pense. Euh, mais donc oui, oui, oui. Pour consommer, oui. Après, à voir aussi si c'est un crédit à la consommation. Pour payer son logement et la nourriture au lieu d'avoir un job en même temps que d'étudier. Ouais, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Moi, j'imagine un étudiant dans un parcours entre guillemets difficile. C'est très compliqué de travailler à côté pour. Donc voilà, c'est possible de s'endetter un peu plus pour ne pas avoir à travailler à côté. Parce qu'il y en a aussi qui sont obligés de travailler à côté. Il y en a qui sont obligés de en faire les fait, deux. limite d'ailleurs, il y a un peu c'est un peu, on va dire, un changement d'ailleurs, de, de comment? De statut. Limite si t'es ouvrier, tu peux, enfin, on va dire, enfin, si on parle de l'endettement, tu peux moins être endetté si tu commences comme ouvrier et qu'après tu évolues au sein de l'entreprise. Donc tu seras peut-être, on va dire, tu auras moins de soucis financiers que si tu fais des études bac plus 5 et que tu mets, on va dire, une bonne dizaine d'années à rembourser tous les prêts que tu as fait auprès de ton université. Donc il y a ça qui joue aussi. Oui, faire des Après formations en c'est pas le même interne, tu salaire. veux dire? Ah bah, après oui, une entreprise, de toute façon quand tu es ouvrier, je prends dans le BTP par exemple, hein, tu Ah, tu mais peux de toute commencer comme façon, ouvrier, après chef de c'est sûr que tu auras moins besoin de t'endetter si tu commences à travailler direct. ouais, voilà, c'est ça. Donc limite en fait, il y a des moments où c'est plus rentable de faire en fait limite que bac plus 2 et après en fait d'évoluer au sein de l'entreprise. Enfin plus rentable. C'est on va dire tu pas embêté par un prêt étudiant, mais tu évolueras moins vite que si tu commences à bac plus 5. C'est Après, ce qu'il ouais, faut voir voilà, aussi. c'est vraiment. Faut se dire aussi hein, là, c'est vraiment au cas par cas quand même. Voilà, c'est du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. Après c'est le sujet comment, c'est au niveau des étudiants, hein, parce que bon, qu'on s'endetter quand on est jeune, après il y a beaucoup d'autres sujets, hein. Ah, j'ai un chiffre pour la dette étudiante américaine. Elle est assez incroyable, hein. Elle est assez incroyable. Donc, c'est The Economist qui publie ça en 2014. Ce serait 1200 milliards de dollars de C'est dette au total, ce qui est énorme. ouais, Donc voilà, ouf! vous avez le Donc ça chiffre. c'est quand même, hein. Ouais, même les Browns Ouais, ne gagnent pas autant, ouais. C'est dire. Même Elon Musk ne peut pas la rembourser. bah, Elon Musk il a d'autres soucis à se faire, hein, lui, hein, mais ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est ça, hein, de toute façon, hein, on va dire que c'est un peu le cas de tout le monde, hein. Tout le monde dans ce cas-là, aux États-Unis, tout le monde est dans ce cas-là, hein. Sauf les CSP++, quoi. Bah, ceux qui peuvent se permettre de lâcher 30 000 dollars par an. Ah ouais, bah, là, oui. Mais ça reste. C'est pour ça on voit dans énormément de films. Je sais pas, imaginons des films sur des sportifs. Ils s'entraînent pour avoir une bourse sportive, quoi. Mais en fait, oui, aux USA, c'est ça un peu, c'est que, si t'as pas forcément le niveau intellectuel, parce que c'est quand même assez sélectif aux États-Unis, et si t'es bon en sport, bah, tu peux essayer d'intégrer On peut, ouais, l'équipe Harvard ou l'équipe voilà. de Yale. Moi, ce que j'ai comme exemple, j'ai comme exemple un copain, avec qui je faisais de l'aviron, qui lui était comment, était pas trop mauvais, pas trop mauvais élève, il me semble qu'il avait 15 au bac, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Mhm. Mais en fait, il n'était pas accepté enfin directement, à Harvard et en fait, comme il était, en équipe de France,
en avion. Il a pu en fait, grâce à ça, grâce à son niveau qu'il avait en avion, parce que bon, il était quand même au top niveau mondial, hein. Il a fait 4e au championnat du monde cette année-là, donc il a été pris, directement pour aller dans l'équipe d'aviron d'Harvard. Et il a eu une bourse pour ça? Ou non, c'est parce que Heu, ça a compensé j'allais dire le faible niveau, mais 15, c'est pas un faible niveau en d'études quand bon, même, c'est quoi. pas ouais, c'est pas comment les tout meilleurs non plus, mais c'est un bon niveau. Après comment il a réussi, il me semble qu'il a eu quelques aides. Tu peux être aidé quand même, tu peux, bon, je spécule quand je dis ça, mais il me semble que tu un petit peu aidé pour pouvoir, étudier. Tu payes pas tout, tout le comment l'année, ça dépend de ta bourse, enfin il y a plein de trucs, il y a plein de mécanismes, donc lui il a pas vraiment tout payé. Et donc il a pu avoir un diplôme à Harvard d'ailleurs, hein, puis maintenant, bah, il travaille dans l'informatique, donc c'est quand même assez cool. Ouais, c'est pratique. Mais bon, c'est pas non plus hyper facile, hein, parce que c'est c'était, Bah, c'est des choix c'est aussi, hein, compliqué, quoi. partir à l'étranger, quand on est jeune, Ouais, c'est c'est pas vrai, facile non plus, hein. c'est ça. C'est pas facile non plus. Alors, j'avais aussi, d'autres questions à propos de l'endettement, parce qu'il y a des gens qui s'en sortent pas. Heu, il y a des gens qui s'en sortent pas de cet endettement et alors et ça je vais poser la question et on va regarder tout de suite. En fait, on a, récupéré donc j'ai récupéré, un graphique qui répertorie un petit peu, et qui compare les différents prêts étudiants qui sont disponibles. Donc alors ouais, on revient sur les prêts étudiants. Donc les différents prêts étudiants qui sont disponibles. Alors c'est pas ça, c'est celui-là. Voilà. Et on voit plein de lignes différentes, plein de cases différentes. Heu et là je vais donc par exemple la CIC, un TAEG, donc TAEG c'est un taux annuel effectif global, on y reviendra, d'une durée de 10 ans à 80 000 euros. En montant maximum, et cetera. Il y a plein de chiffres. Question, est-ce que des étudiants peuvent se perdre là-dedans, dans tout ce qui est proposé par les banques? Bah, oui. C'était un petit peu une question rhétorique. Non, Et mais donc, dans en voi c'est de toute façon, tu vas à une banque, tu regardes ce qu'ils te demandent, enfin. Pour moi, en vrai, quand tu t'y connais pas, hein, même les parents, ils s'y connaissent pas forcément, ils souscrivent à un prêt, ils regardent pas forcément toutes les conditions qu'il y a sur le prêt et puis voilà, hein, ils mais disent: est-ce «OK, que, hein». mais tout le monde ne peut pas être informé? Tout le monde ne peut pas avoir la connaissance de comment fonctionne un taux, donc un taux Oh, bah, annuel il faut, hein. effectif global. Un taux annuel effectif global, c'est quoi? Je me pose la question aussi, j'ai un doute aussi. Taux Le taux annuel annuel effectif effectif global, c'est global. celui qui est fixé par la banque. C'est celui qui est fixé par la banque. Ouais, et c'est pareil, il y a aussi les questions du taux fixe et taux variable, où on peut se faire, avoir, on va dire ça comme Le ça. taux variable, c'est par rapport aux fluctuations de marché, il me semble. Donc c'est un peu comme les prêts, subprimes, de 2008, où il y a beaucoup de gens qui avaient souscrit à des prêts à la consommation, mais bon, là, on s'écarte Ouais, un peu là du on sujet, mais s'écarte un peu, pour mais, ça. mais C'était à peu après près le même système, mais ouais. ouais et oui. Donc voilà. Qui utilise ces crédits? Bah là, donc ceux-ci, c'est les crédits étudiants, hein. Ceux-là, là, pour, bien, C'est rien les crédits étudiants. ça, ce sont des crédits qui sont, accessibles pour les personnes qui ont, en général, donc voilà, c'est l'avant-dernière colonne au fond, moins de 28 ou 27 ans. Il y en a certains, c'est même moins de 25 ans. Donc ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, avoir comment dire, un certificat de scolarité, donc d'inscription dans une académie française. Et des fois, il y a d'autres C'est vrai, ouais. conditions, donc avec un garant en France métropolitaine, avec des objectifs de résultats, etc. Donc c'est vrai que on peut relativement facilement s'y perdre. Surtout si le garant, c'est les parents derrière, hein, parce que ça veut dire que si l'étudiant n'a pas de métier à la fin, bah, c'est par exemple peut-être les parents qui vont devoir directement rembourser le prêt. Donc ça peut poser des problèmes aussi. Mm.
Donc c'est ça qui est compliqué, hein, pour les familles de souscrire un prêt. C'est toujours un peu une comment, je prendrais un peu la métaphore d'un boulet qu'on traîne, hein, c'est un peu ça, hein, c'est de la pression, de devoir de l'argent à comment, une banque ou quoi, à une entité comme ça, c'est pas facile, surtout quand tu es Mmh. étudiant et que toi tu commences dans la vie active et toi tu es là, bah, tu traînes déjà, on va dire, un petit boulet ou parce que si tu as un prêt étudiant, bah, ouais, tu as un prêt étudiant, mais derrière si tu veux par exemple, acheter une voiture ou quoi, bah, on va dire que tu seras un peu moins solvable, donc tu auras peut-être plus de difficultés. Alors pour répondre Voire à peut-être plus Romain qui favorable. pour répondre à Romain qui demande, à Romain Cornelius qui demande: «Mais est-ce que des étudiants à l'université ont recours à ce genre de crédit?» Bien, absolument. Absolument, parce qu'il y a des étudiants à l'université ne, qui n'ont pas d'autre aide, en fait. Qui n'ont pas, d'aide, par exemple, de la famille ou des proches, ou C'est qui ça, ouais. ont déjà, donc nous, Olivier, on connaît une personne, qui a déjà un prêt parce que, a effectué, eh bien, ouh il s'est mis en 2 fois, pardon. Il s'est mis en 2 fois. Qui après, bah, sont prêts toujours là. Et ce qui est d'ailleurs assez fou, c'est que, elle travaille derrière pour rembourser son prêt. Donc elle fait des études, elle travaille pour rembourser son prêt. Oui, Ce pardon, qui est pas facile, hein. pardon pour le mute, j'ai encore fait c'est la soirée des fausses manips, c'est pas grave. C'est c'est la soirée des fausses manips, c'est pas grave. Donc oui, il y a des personnes, qui ont des, heu, des prêts, en fait, dans toutes les formations et donc quand on parle, d'écoles privées, oui, ça peut être les écoles de commerce. Je sais qu'il y a aussi des écoles de communication, des fois certaines écoles d'art aussi qui coûtent, relativement cher. C'est le pire ça, surtout pour les débouchés qu'il y a là-dedans, ça ah ouais, il y a des C'est la même chose, hein, si on va en France, il y a des régions où la vie est plus chère que d'autres. Je pense particulièrement à Paris, où, le prix de la location de l'appartement est extrêmement cher. Donc mais là, on est des fois rien que pour ça, hein, rien que pour ça, rien même pour aller à l'université, je pense à la Sorbonne ou ce genre d'université à Sciences Paris, voilà, il y c'est a ça. des étudiants qui ont recours à des prêts, à ce genre de prêts-là auprès des banques pour pouvoir, se loger, se nourrir, au quotidien, donc ouais, hein, il y a ça, hein. Surtout que des fois les parents bon, normalement, si tu pas vraiment aidé par tes parents, mais après il y a tout le système de bourse quand même qui t'aide pas mal, donc ça se fait quand même vraiment dernier recours, je pense, en tout cas dans le système français. Oui, c'est pareil, hein. La bourse, donc la CAF, donc voilà pour, aussi pour rappeler les étudiants, vous pouvez demander, l'aide de la CAF, la caisse d'allocation familiale, quand vous avez donc c'est l'aide au logement pour, le plus grand nombre d'entre nous. Ça va être l'aide au logement, pour ceux qui sont employés dans une entreprise ou ceux qui sont en alternance depuis, c'est en février 2021, il y a l'aide aux jeunes actifs qui, est une aide de 1 000 €. Heu, bon, il y a eu 50 000 demandes en quelques semaines, donc ils ont fermé les portes, mais ça va revenir, ça va se réouvrir. Faut aller regarder sur le site, alors faut que je vérifie, juste que je vérifie, qui la propose. Oui, non, mais c'est une aide au logement aussi. C'est une aide au logement aussi. Donc voilà, faut aller sur, actionlogement.fr et vous aurez toutes les informations. Heu, On va rester sur la dette étudiante là ou enfin sur les prêts étudiants, on peut un peu, aller autre part, on peut plus aller sur, autre part. comment On peut aller autre parce part, que ouais. finalement là c'est vraiment étudiant, mais après, comment, donc généralement tu as ton master, par exemple, ou ta licence professionnelle, ton BTS à 20 entre 20 et 20-25, 23 ans, 20-23, 20-25, ouais. 20-25. Donc qu'est-ce que tu fais après? Parce que tu es encore jeune quand même, tu as 25 ans, tu es encore jeune. On essaie de se rassurer qu'on est encore jeune. Oui, ça va, Mais ça va. mais après donc qu'est-ce qui arrive? Donc la vie professionnelle pour la plupart,
tout cas j'espère. Donc quand qu'est-ce que tu vas faire quand tu es jeune, en tout cas quand tu es jeune? Moi ce que je pense, ce qu'il faut faire c'est pouvoir faire avoir un prêt, pour acheter sa maison, commencer à s'installer. Mais après bon, comme la carrière professionnelle, peut influer là-dessus. Tu peux, par exemple, je sais pas, être Oui, sur Paris, puis après changer, ce genre de choses-là, donc tu peux pas forcément, avoir un prêt, dès le début. Moi, ce que je pense le mieux d'ailleurs, c'est d'être endetté le plus tôt possible dans sa vie, genre d'être endetté, vers 25 ans pour acheter une maison, ou autre. Puis après, en fait, tu le rembourses sur 20 ans et ça veut dire qu'à 45 ans, tu es tranquille, tu plus de prêt dans le dos, tu plus de alors prêt oui, sur le dos. oui, oui, C'est mieux. oui, oui, Et oui. après, on va dire, et là où c'est pas mal, c'est que tu plus de prêt sur le dos et en plus donc tu es, quand même à une maturité professionnelle, pas mal, on va dire, à 45 ans, si tout se passe bien. Oui. Donc tu es tranquille et en plus tu peux, on va dire, profiter, au mieux de ce que tu gagnes et en plus tu peux aider aussi tes enfants derrière. Donc généralement, si tu as des enfants, tu peux après les aider dans les études supérieures sur de cela beaucoup mieux. Ouais, mais là, on parle quand même, là, dans ce que tu dis, tu parles quand même d'un cadre Ah là, idyllique, c'est un cadre assez finalement. restrictif. Ah oui, c'est le cadre idyllique en C'est tout cas. assez Ouais, idyllique, c'est sortie d'études, trouver son CDI, prendre son prêt immobilier pour acheter sa baraque en proximité de ville pour pouvoir, une fois qu'elle est remboursée, la louer ou la vendre et profiter de sa retraite. Bon, moi, c'est un petit peu le rêve de ma vie, hein, de faire un truc comme ça. Euh, mais ça reste quand même niché. Ça reste, ça concentre pas tant que ça de personnes quand même. ouais, c'est Euh, vrai. Bah, après, ouais, faut être éligible aussi, hein, faut, ouais. C'est pas facile, mais il faut, hein. C'est pareil. Imaginons qu'on prend un prêt à 25 ans parce qu'on vient de signer un CDI, la boîte fait faillite, bah, on se retrouve sans emploi avec un prêt dans les pattes. C'est, c'est, c'est Bah là, compliqué faut aussi. renégocier son prêt là, par contre. Là, ouais, faut tout de suite renégocier son prêt. Ouais, ouais, il y a ouais, je pense de toute façon, il y a des clauses là-dessus, Il doit y avoir des clauses, mais mais comment, c'est sûr que bon, si tu es en CDI, surtout si tu es en CDI et que directement la boîte, elle se casse la tête, c'est pas ouf quand même, hein. Mais ouais. Ah ouais, après il y a plusieurs configurations, c'est pour ça, c'est vraiment au cas par cas, hein. Mais en tout cas, le mieux et de toute façon, la première dépense des ménages en France, c'est ça, c'est on va dire c'est le prêt immobilier. c'est le prêt immobilier pour pouvoir, vivre dans sa maison. Mm. C'est la première dépense des ménages. Donc moi, je pense que c'est, ben, plus important de le faire le plus tôt possible dans sa vie pour ne pas être embêté après plus tard. Si Parce vous que c'est avez quand la même, situation qui correspond, évidemment. oui, bah, oui. Mais après, ça dépend tellement de la situation professionnelle parce Mais que c'est ouais, plus à l'époque c'est plus comme l'époque de nos parents. Maintenant, on est dans un monde qui est quand même, qui bouge beaucoup, où, professionnellement, tu resteras pas forcément à un endroit, tu vas beaucoup plus bouger. Après, peut-être avec le télétravail, le Covid-19, peut-être qu'au contraire, ça va inverser la tendance. On va plutôt rester chez soi, donc avoir un meilleur chez soi, donc les gens vont vouloir, construire des maisons, ce genre de choses-là. eh bien, alors il y a QI qui dit: «J'imagine que négocier un prêt dans une banque, c'est comme les entretiens d'embauche. Il faut avoir tous les codes sociaux des CSP+, non». Non. Ah, je pense que ça joue, hein. Non, en vrai, mais non. De toute façon, ce que Ah, les je pense comment ce que la que banque franchement, je pense que oui. moi je pen non, mais en vrai, de toute façon, quand tu veux souscrire un prêt, il faut que tu donnes déjà à ta banque, tout ce Oui, que tu gagnes. faut donner tous les dossiers, mais derrière, faut se vendre quand même. Ah bah oui, faut se vendre, ils ont pas intérêt non plus à ne pas te faire un prêt immobilier si c'est pour, si c'est pour acheter ta maison. Par exemple, si tu construis une maison et que tu as besoin d'un prêt immobilier, ça fait de l'emploi et tout ce genre de choses-là, les banques n'ont pas non plus intérêt à te stopper derrière. Et généralement, si tu fais un prêt, d'ailleurs un prêt immobilier, tu le fais à 2. Tu Non, le mais je veux fais, dire, faut vendre sa solvabilité quand même. Si, s'il y a besoin, bah, c'est oui, si besoin, oui. il faut quand même se vendre. Bah, faut surtout, après tu vends, tu dis: «Bah, j'aimerais bien acheter une maison, aidez-moi». C'est surtout ça. Donc voilà, après, ta solvabilité, tu dis: «Bah, voilà, je travaille dans telle entreprise, voilà, de toute façon ils ont tout, hein, voilà, je vais évoluer professionnellement, ah bah, ouais, OK, bah, on fixe les modalités de remboursement mensuel, voilà, bah, vous avez fixé à ça, ça, ça par mois», je sais pas, j'ai une bêtise, par exemple 1 000 € par mois, allez hop, Mmh. voilà, hein. Bon, par contre 1 000 € par mois, c'est beaucoup, mais À c'est possible, hein. rembourser? Ouais. Ah, Bon, si tu as 2 salaires, ça va, mais ouais, enfin s'il y a ça va, 2 salaires, c'est beaucoup, mais c'est quand même beaucoup, hein, donc voilà, hein, ça dépend du salaire, hein, c'est comme tout. c'est le seuil de pauvreté en France d'ailleurs, hein, 60 mais ouais. Ouais, se Puis ça vendre, aide tout ça le sert monde. à rien dans une banque, c'est les preuves qui font foi. Ouais, moi je suis Ouais, plutôt d'accord avec ce que dit, Buzz Markin. je pense que ça doit jouer quand même un petit peu, hein. Bon, après, franchement, pour le prix que ça coûte, mettez Puis toutes après, les chances attends, de parce votre que côté, hein.
Parce qu'il faut aussi avoir les putain. bons garants aussi derrière, hein. Ça, c'est important, hein. Ouais, faut avoir D'avoir les les bons garants aussi, garants, ouais. faut avoir les garants derrière, donc parce que si t'as pas de garant, si t'as pas des bons garants derrière non plus, ça c'est pas ouf, hein. Si tes parents par exemple sont dans une situation financière compliquée, que même ton entourage, tes frères et sœurs ou quoi, c'est encore plus difficile de prendre après, hein. Mmh. Prêt garanti par l'État après, bon, les banques elles aiment pas trop, hein. Faut le dire aussi. Bon après, c'est généralement c'est comme ça, hein. Donc là, c'est plutôt la situation, on va dire, de non businessman, hein. C'est une situation de, bah, voilà, j'achète ma maison pour voilà. Mais après s'endetter quand on est jeune, on peut s'endetter aussi pour pouvoir monter son entreprise, aussi, hein. Donc il y a aussi ce genre de choses-là, pour pouvoir investir. Donc c'est là où il faut pas non plus, négliger ça, hein. Il y en a qui s'endettent pour, monter leur entreprise, donc c'est aussi intéressant de s'endetter, hein, là-dessus, surtout quand on est jeune, Mmh. si on a des bons projets. Bah, après si vous avez le projet en tête, feu, hein. Et non, il faut pas être issu d'une famille bourgeoise pour pouvoir, obtenir un prêt intéressant. Même si l'adage, Faut se donner. même si l'adage bon, même si l'adage est un peu juste quand même, on ne prête qu'aux riches, c'est pas non plus très, très faux, hein. Je pense, ouais, il y a quand même une part, faut faire la balance. Mais ouais, par contre, oui, faut avoir des garants, faut avoir un maximum de bah, les banques restent des entreprises, hein. Eux aussi, hein. C'est Bah, ça, alors, Buskin, il a raison, hein, c'est beaucoup plus simple d'avoir un prêt, lorsque, on a de la famille aisée, bien sûr. oui. Parce qu'il y a pas de risque, il y a beaucoup moins de risques que tu ne rembourses pas. Donc c'est normal. Et c'est un peu le bémol aussi pour les comment, pour les petits, pour on va dire les gens plus modestes, qui ont un peu moins d'argent. Mais bon, les banques, sont quand même régulées pour pouvoir aussi favoriser le crédit à des familles plus modestes, donc quand même, il y a quand même, des choses qui se font, hein. Et de toute façon, après, il y a plein de concurrents, hein. Les banques, de toute façon, ça fonctionne aussi comme une entreprise, donc il y a des clients aussi derrière, hein. Mmh. Donc si par exemple une banque vous refuse un prêt, tu vas voir ailleurs et puis elles vont peut-être accepter le prêt, hein. Ça se négocie, de toute façon, c'est que de la négociation après derrière. Puis de toute façon, ça dépend aussi du taux d'intérêt qu'ils demandent, hein. On peut dire: «Ah oui, ils ont un taux d'intérêt là, bah, je vais voir par exemple», je citerai pas de banque, hein, mais sur la banca, ils disent: «Bah, voilà, un taux d'intérêt de temps». Moi, je dis une bêtise, 6. Dans l'autre intérêt, ils disent dans l'autre banque, ils disent: «Ah bah, 5». Et après, tu as des frais d'assurance qui peuvent être un peu plus importants, donc après, c'est à voir, hein. Ouais, c'est ça, faut bah, ça reste un petit business à faire. C'est Ouais, c'est d'aller voir surtout, une banque, dire: «Ah ouais, vous faites combien? 6%. Aller à l'autre: «Ouais, eux, ils me font 6, vous me faites 5», et cetera. Et revenir pour dire: «Ouais, excusez-moi, en fait, à côté, ils me font 5, donc je vais aller chez eux. Ah non, nous, on fait 4». Bon, alors ouais, ça c'est marche ça. pas de manière aussi facile que ça, mais si vous arrivez bien à le placer, ça peut jouer. Non, mais c'est vrai, c'est un petit peu, ça reste un petit peu de la viande quand même. Bien sûr. Donc voilà. C'est un peu le truc, hein. Donc voilà. Donc ça, en fait, la réflexion qu'on a eue, c'était que, le 25 janvier 2021, en fait, il y avait, Stanislas Guérini, qui alors Stanislas Guérini, excusez-moi, que je me remette qui c'est. Donc, Stanislas Guérini, excusez-moi, je me remette qui c'est. Député, de En Marche, en fait. Député du parti En Marche, donc qui avait proposé un taux à 0%, euh, de 10 000 euros pour chaque jeune de 18 à 25 ans. C'était ça l'idée. L'UNEF en face, ils se sont énervés. L'UNEF, c'est l'Union nationale des étudiants en France. Français, c'est ça? Ouais, c'est Ouais. ça. Et qui s'était indigné, qui avait dit que ce qu'il voulait, c'était pas un prêt, c'était de pouvoir vivre. J'ai pas très bien compris les demandes de l'UNEF là-dessus. Mais je vous invite à aller faire quelques recherches là-dessus pour vous faire votre propre opinion. Et puis nous, on va passer à la suite. Voilà. On va Sur passer à cette, la suite, allez. sur cette pseudo-transition. On va Donc la passer à la conclusion suite. du débat, c'était endettez-vous du coup quand vous êtes jeune, voilà. Allez, salut! Donc ça, c'était la conclusion d'Olivier. C'était la conclusion d'Olivier. Donc voilà. Allez, let's go next. On va passer à la chronique de Sandra, tout simplement. Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler de la taxation des GAFA ce soir.
Donc c'est un sujet assez ancien, on parle de taxer les GAFA depuis plus de 10 ans en réalité, mais c'est devenu concret que très récemment. Donc d'abord quand on parle de taxer les GAFA, je vais expliquer un peu de quoi on parle exactement. Donc quand on dit GAFA, c'est l'acronyme des 4 plus grands du web en Occident. Donc il y a Google, Amazon, Facebook et Apple. Parfois on rajoute aussi Microsoft, donc ça fait les GAFAM, mais en vérité il y a beaucoup plus d'acronymes qui existent. Il y a BATX en Chine, il y a Natu si on rajoute Netflix, Tesla et Uber. Donc on a plutôt tendance à englober tout ça en géant du web ou géant du numérique. Cette taxe, justement, dans son projet, elle n'envisage pas de taxer uniquement les GAFA, elle veut vraiment taxer que les géants du numérique. Donc dans la presse, on parle de taxe des GAFA, mais quand on en parle à l'OCDE ou en politique, on parle de taxe du numérique. Donc cette idée de taxer les grandes entreprises qui s'implantent sur Internet, elle est née dès la crise des subprimes en 2008 pour permettre de remplir les caisses des États. L'idée, elle était déjà très présente en France, mais ça n'avait pas du tout abouti, d'autant plus que les recettes de la taxe, elles n'étaient pas si élevées que ça par rapport au travail législatif qu'il y avait à faire derrière. C'était très compliqué à mettre en place, il n'y avait aucune loi déjà existante qui pouvait s'appliquer au modèle des GAFA, et en plus de ça, ça rapportait pas tant que ça. À l'époque, déjà, c'était des grandes entreprises, évidemment, mais ça n'avait pas le chiffre d'affaires qu'il y a aujourd'hui. Ce chiffre d'affaires, en plus, il augmente actuellement avec le contexte de la crise sanitaire. Avec le Covid, avec les confinements, les magasins en physique sont fermés et Amazon a réussi à encore augmenter son chiffre d'affaires, plus 38% par rapport à 2019. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est un entrepôt Amazon. Donc en sachant que les autres entreprises étaient fermées et qu'elles payent plus d'impôts en France, il y en a beaucoup qui ont commencé à ressentir une injustice grandissante avec la situation. Et il fallait remettre en question le modèle fiscal lié aux entreprises du numérique. Mais si on en reparle aujourd'hui, c'est pas tant du fait du contexte français que du contexte mondial. Je m'explique. En France, il y a une taxe GAFA qui existe déjà depuis 2019. Ça n'avait pas été simple à mettre en place pour plusieurs raisons. Il s'agissait à l'origine d'un projet européen, mais un accord n'avait jamais eu lieu. Plusieurs pays s'y étaient opposés, notamment ceux qui ont une fiscalité plus attractive et qui profitent d'avoir le siège de ces entreprises sur leur territoire. Je pense notamment à l'Irlande, qui est en quelque sorte devenue un paradis fiscal pour ces grandes entreprises. Résultat, Mmh. avec tous ces débats, même l'Allemagne s'était retirée du projet et la France a dû continuer à faire sa taxe toute seule. Donc elle a mis en place cette taxation de 3% du chiffre d'affaires sur le territoire français. Donc ça représente pas tant que ça en réalité. Antoine, est-ce que tu as le graphique? Oui. Yes. Donc en 2019, ces taxes, elles avaient rapporté 350 millions d'euros, ce qui peut paraître beaucoup, mais en réalité, ça fait que 0,03% des recettes de l'État. Donc à titre de comparaison, vous voyez sur le graphique les chiffres qui étaient prévus par Bruno Le Maire, le ministre des Finances, quand il a fait proposer cette loi en 2019. Et donc là, j'ai une question pour vous qui avez fait un peu d'économie. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne chose à mettre en place, cette taxe des GAFA? Alors, Oli, est-ce que tu veux répondre? Moi, j'ai déjà une réponse toute prête Vas-y, vas-y, que je ressors à chaque fois. C'est la question de taxer les entreprises, c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment l'entreprise qui va la payer? Oula, il y a une chute du côté d'Oli. ouais, tu vas En calmer toi. fait, ouais, c'est ça. La question que je me pose, c'est si, et parce qu'on l'a vu dans certaines entreprises, je pense à Starbucks, si on les taxe, est-ce qu'ils vont pas tout simplement augmenter les prix des produits pour que ce soit finalement le consommateur qui paye? Moi, c'est la question que je me pose à chaque fois. Après, en effet, je considère que euh, en fait, toutes les entreprises méritent de payer des taxes sur certains territoires. Mais ouais, la question c'est est-ce que c'est pas finalement tout simplement le consommateur qui le paye? Et on va y venir justement. Oli, Ah, t'avais un avis ou pas? Donc la question c'était est-ce que c'est légitime de taxer les GAFA, c'est ça, hein? Ouais, est-ce que c'était une bonne chose de mettre ça en place en 2019, sachant qu'on était tout seul Bien sur le sûr. coup? Ouais. Bah, en fait, c'est comment? C'est un peu un s'il y a personne qui le fait, c'est un peu la France, ça veut dire, bah, ça pourrait se dire, plus tard, bah, elle a été précurseur dans la taxation des GAFAM. Ce qui est important, Mm. parce que ça pose un problème fiscal partout, hein. Parce que ça commence à c'est un manque à gagner pour l'État qui est énorme. Surtout que, enfin pour moi, en tout cas pour l'État, mais, enfin c'est incroyable le nombre, c'est comme enfin tu prends un exemple de
d'une entreprise physique qui est en France, qui paye ses impôts. Pourquoi une entreprise comme Google ne payerait pas d'impôts? Enfin, Qui moi, ont je trouve ça assez techniquement plus de facilité de paiement que le boulanger du coin. Si tu veux dire, je comprends pas. Bah, c'est-à-dire que le boulanger du coin, en général, l'impôt, ça va l'affecter énormément, quand même. Alors que l'entreprise qui est installée partout dans le monde, et Donc qui Ouais. après, qui est quasiment, parce que ces entreprises-là, elles sont quasiment en situation de monopole sur leur marché, elles sont quasiment toutes seules. Google, il est tout seul. Ouais, Google, on c'est va y tout venir. seul. Non, excuse-moi, je suis pas d'accord, il y a Bing aussi qui est là, hein. Internet Explorer aussi. Ouais, c'est ça. Internet Ouais. Explorer qui est Microsoft. Non, mais ce sera toutes les grosses entreprises de toute façon. Ouais. S'inquiétez Non, pas. mais en vrai, moi, je trouve que c'est un vrai problème, hein. C'est un vrai problème de manque à gagner pour l'État et surtout, bah, c'est un peu un flou, c'est un flou juridique. C'est un flou aussi économique dans le sens de la libre concurrence. Mm. Bah, parce que bon, ok, mais sauf qu'elles ont elles ont un avantage fiscal comparé aux autres, ce qui est pas normal. Mm. Donc voilà, c'est ça aussi, hein, c'est ça. Qui Puis est- bon, je veux dire, si elles payaient le même taux, même impôt sur les bénéfices que toutes les autres entreprises en France, je pense que l'État il serait content quand même. Là, il y aurait plus. Ah oui. Mm. Après, ce serait super. Moi, je pense que ça serait super bénéf pour en tout cas pour les infrastructures publiques, ce genre de choses-là, pour les hôpitaux notamment. Ouais. Après, tu Donc, vois, ça représente pas tant que ça, hein, 0,03% des recettes. bah, Ça coûte oui. rien. Ouais. Puis en plus, c'est difficile à quantifier. C'est difficile à quantifier parce que tout le monde utilise Internet, mais on ne sait pas en fait quantifier quel. Wow, j'ai un bug. Ah, c'est bon. On va dire quelle part ils utilisent, qu'est-ce que vraiment ils créent comme richesse, combien vraiment ils dégagent de bénéfices, je sais pas, en France. Alors, c'est Mm. vraiment compliqué à mettre en place. C'est pour ça que c'est un flou juridique, un flou économique qui est vraiment Mm. important. Mais c'est Ouais. savoir, Ça, ouais, c'est la question. Ouais, je reviens sur ce que j'avais dit, mais la question est de savoir qui va payer. c'est ça. Exactement. J'y viens, j'y viens. Donc, cette taxe, elle est provisoire, de toute façon, selon le ministre des Finances, Bruno Le Maire. Il a promis que c'était qu'une étape, en quelque sorte, avant qu'il y ait un accord international. Cet accord, en plus de ça, il est plus que nécessaire, puisque sans, on peut se retrouver à être plus perdant qu'autre chose. Parce que, effectivement, les GAFA, ils se sont pas du tout laissés faire. Pour récupérer ce qu'ils considèrent comme une perte, ils ont fait augmenter le prix des annonceurs et le coût d'achat des produits. Résultat, ce sont plutôt les acheteurs qui finissent par payer la taxe. C'est également les entreprises françaises, puisque la réponse de Google, ça a été d'augmenter le prix des annonces publicitaires sur sa plateforme. Mais un autre problème, une autre conséquence négative, ça a été une réaction beaucoup plus géopolitique, ça a été la réaction du président américain, qui était à l'époque Donald Trump. Qu'est-ce qu'il est beau! Comme les GAFA, ce sont des entreprises américaines, les États-Unis avaient à l'époque menacé de taxer une grande partie des produits français, comme les produits de luxe, certaines marques de cosmétiques, le vin, etc. Finalement, ça s'était jamais vraiment appliqué, ça avait été reporté, et on va voir qu'avec l'arrivée de Joe Biden, tout a énormément changé. Donc on voit que tout ce projet-là, il avait été mis en pause, et qu'au final, seule la France était engagée vraiment à l'époque. Et donc là, petit quiz d'actu. À votre Oh avis, là. pourquoi est-ce qu'on en reparle beaucoup en ce moment? Ça va, c'est de l'actu simple. Parce que crise sanitaire? Ouais, Mm. parce que crise sanitaire. Il y a plusieurs raisons qui font que cette taxe GAFA, elle prend de l'ampleur dans le paysage politique mondial. D'abord, évidemment, c'est une solution qui avait été mise en lumière pendant la crise des subprimes. Donc avec la crise du Covid, elle revient dans la discussion. On l'a vu il y a 3 semaines, l'Europe et les États-Unis ont débloqué des plans de relance économique massifs qu'il va falloir financer. Et on sait que taxer ces grandes entreprises, ça va permettre en partie de ramener de l'argent aux États pour rembourser les emprunts liés à la crise. Si on compte simplement ces 4 grandes entreprises, donc Google, Facebook, Amazon et j'en ai oublié un, Google, Apple, Apple. Microsoft. Facebook, Merci. Amazon, Microsoft. Ouais. Mais Elle rapporte à elle seule plus que l'intégralité des entreprises du CAC 40. Et quand je dis plus, c'est vraiment plus, puisque c'est 2,4 fois plus, selon les Échos. Ah oui. Sauf que ces entreprises-là, elles ont des avantages fiscaux. Donc quand je dis avantages fiscaux, c'est pas vraiment des avantages, c'est plutôt de l'optimisation fiscale. On parle de 74% du chiffre d'affaires dissimulé, selon Attaque.
Le problème, c'est que le modèle actuel fait que la taxation ne se fait pas sur les pays où les données sont produites, mais sur le pays où siègent les entreprises. Mais avec l'arrivée du numérique et son explosion, ce modèle-là, il est plutôt dépassé. Comme les données sont dématérialisées, l'idée serait de taxer directement sur le lieu de consommation des services, ou alors là où le trafic de données se fait le plus. Cette idée, on l'a vu, elle n'était pas facilement acceptable, mais ça nous mène à la deuxième raison qui fait qu'un projet de taxation internationale est beaucoup plus concret, c'est l'arrivée de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Quand le projet de cette taxation est arrivé à l'OCDE, c'est-à-dire l'Organisation de coopération et de développement économique, c'était Trump qui était au pouvoir et qui a fait barrage au projet. Mais avec l'arrivée de Joe Biden, tout est bousculé. Non seulement il est en faveur de cette taxe du numérique, mais en plus de ça, il a augmenté le taux qui était prévu, passant de 12,5% à 21%. Enfin. Ouais, c'est vraiment une grosse évolution. Ça a un peu surpris tout le monde, mais Joe Biden est vraiment en faveur de taxer beaucoup plus les riches et les entreprises. Donc le but de la manœuvre, c'est de faire que cet impôt soit prélevé dans chaque pays, de manière à lutter contre les paradis fiscaux. Et même le Fonds monétaire international, le FMI, s'est déclaré en faveur de cette mesure, puisqu'il considère que les différences d'imposition sont des fléaux pour l'économie mondiale. Ah bah oui, c'est sûr. Hein. Mm. C'est sûr, puisque ça casse. C'est des énormes barrières à l'entrée, en fait. Parce que là, on se retrouve avec 5 monstres qui te dominent tout, et toi, t'es ta petite entreprise, t'es mort En fait, d'avance. je suis sûr, mais Biden, il a mis ça en place parce que même eux, l'État américain, il récupère que des miettes. Hein, donc Bah c'est oui, pour ça oui. que ils disent oh les gars, c'est bon. Et c'est pas le bon. pays qui taxe le plus non plus, mais quand même. Mais Bah, c'est quand ouais, même très c'est quand même surprenant. Hein. c'est un des pays qui taxe le moins, hein, les États-Unis, donc qui Ah bah remettent. oui, oui. Mais alors, c'est ça qui est aussi paradoxal dans l'histoire américaine. Hein, l'économie américaine ne s'est jamais mieux portée quand ils taxaient bien les entreprises, où ils taxaient beaucoup d'impôts. Enfin, où il y avait beaucoup d'impôts en place. Quand il y a eu Reagan, notamment dans les années 80, où il y a eu encore beaucoup moins d'impôts, où il a arrêté, il s'est dit bah non, moi je veux du libéralisme, comme Thatcher aussi au Royaume-Uni, c'est là où la situation économique était un peu moins bonne. Et finalement là, c'est un peu Biden, ce qu'il est en train de faire, c'est un peu un retour en arrière, notamment pour relancer l'économie, d'un peu ramener les impôts à l'État, quoi. Après, les Américains ont une culture très libéraliste quand même. Au niveau du gouvernement, il y a quasiment aucun paternalisme. Au niveau des aides sociales, je vais pas, En vrai, il y a comment. je vais pas dire il y a que dalle, mais ça reste. Après, si on peut comparer par rapport à la France, mais après, bon, ça va parce qu'il y a Obama qui a quand même fait quelques trucs. Je pense à l'Obamacare, Ouais, notamment mais aussi. l'Obamacare, il a pas tenu longtemps et au final, l'Obamacare, il restait quand même assez niché. Bah, oui, c'est le problème. C'est le problème. Après, ça a favorisé les personnes les moins favorisées. L'Obamacare, quand même, ça ciblait quand même les personnes les plus défavorisées. Mais ça a touché à peu près 20 millions d'Américains. Mm. Mais derrière, il y a Trump, il est arrivé au pouvoir, il a dit ça dégage. Mais ils sont vraiment pas en faveur de tout ce qui est social. Pour eux, quand on gagne de l'argent, c'est notre argent et le Ouais, partager, c'est vraiment pas leur c'est truc. ça. Donc, ouais, le revirement de Joe Biden, il est très intéressant là-dessus. J'arrive pas trop à suivre ce qu'il fait, mais c'est très intéressant. C'est vrai que c'est un peu une mesure canonique, lol. Mais non, Canonique. c'est vrai. Alors, attends, il y a une définition qui nous intéresse là. Canonique. Dis-nous. Non, mais je parlais, en fait, c'était par rapport à son âge. Canonique, comme il est vieux, très vieux, on sait pas si il va mourir ou un président, donc c'est pour ça. Tu sais, il est un peu vieux jeu, donc bon, voilà, peut-être qu'il s'inspire un peu de ce qu'il y avait avant. Non, mais je dis ça pour rigoler, mais non, mais on verra. De toute façon, on verra. Hein, Trump, Bon, il est allez, pas allez. jeune non plus. Sandra continue parce que là, on dit n'importe quoi. Bref, cette taxe, elle a de grandes chances, en tout cas beaucoup plus grandes qu'avant, Ok. de naître, parce que les financements deviennent pressants à cause de la crise du Covid. Et de toute façon, il va falloir trouver une solution pour que les entreprises de numérique n'aient plus autant de facilité à l'évasion fiscale. Parce que le modèle de consommation a été profondément modifié avec la marchandisation des données. Mais ça fait aussi dire à certains intellectuels, certains chercheurs et aussi des politiques démocrates américains, justement, qu'il faudrait simplement dissoudre les GAFA. Je sais, ça paraît un peu absurde comme ça, dissoudre les GAFA, Oula. mais en réalité, ça a déjà été fait lorsque, comme aujourd'hui, il n'y avait plus de concurrence possible.
légalement, ce serait possible, et c'est envisagé d'ailleurs, d'attaquer ces entreprises en justice pour concurrence déloyale, parce qu'ils rachètent souvent leurs concurrents, parce qu'ils vendent des Oui, produits à perte alors que c'est interdit. Et ce genre de choses, ça a déjà été réalisé au début du XXe siècle, notamment avec une entreprise de télécommunications. Quand la télécommunication venait d'apparaître, il y a déjà eu ce modèle-là c'était l'entreprise AT&T qui a été attaquée. Et c'est aussi arrivé avec une entreprise de pétrole, la Standard Oil de Rockefeller. Et oui, pourtant, à c'est ça. l'époque, ça semblait complètement absurde. Et du coup, pour terminer cette chronique, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'attaquer les GAFA, de les fragiliser en justice, voire de les démanteler complètement? Bah alors ouais, moi je vais reprendre ce qu'a dit Colonel Barra dans le chat là, c'est qui est capable de se passer de Google aujourd'hui? Moi là j'ai un mémoire à écrire, à rendre la semaine prochaine. Sans Google, je suis mort. Je suis mort. Je valide jamais. Mais et je pense que c'est un petit peu pareil. Ces Non, entreprises, non, elles ont. Je considère. Bah moi, je pense que ces non, mais tu vas, entreprises, non, mais elles dans ont. le sens démanteler, non, mais dans le sens, Ah non, tu vas un peu trop, tu vas un peu trop loin dans le sens, démanteler, genre ouais, je pense que démanteler. c'est trop loin. Non, mais là, ouais, on peut pas se passer de Google, c'est que, enfin, s'il y aura plus, c'est pas qu'il y aura plus de Google, c'est que Google, il sera partagé entre plusieurs entreprises, enfin, ça va être différent, mais Mm. il y aura quand même encore un service internet. Moi, je pense que c'est pas possible on peut pas se passer d'internet, en général, là, c'est plus possible. Ah non, Mais mais je pense que Internet et Google, c'est pas la même chose non plus. non, mais oui, c'est vrai que mais je pense que ça serait démantelé, tu vois, ça serait moins compliqué, dans le sens. Après, moi, tu vois, je prends plus le revers, on va dire, économique, notamment l'économie industrielle. C'est de la concurrence déloyale dans le secteur. Notamment, on peut dire que l'Union européenne est un peu exemplaire, d'ailleurs, là-dessus, hein, sur la concurrence, hein, parce qu'elle est très rigide sur les comment, la libre concurrence. Donc, dans ce cas-là, ça serait légitime parce que si on part du postulat que la concurrence, c'est ce qui permet aux entreprises d'innover et de faire baisser après les coûts, que ça profite aux consommateurs, bah là, c'est légitime. Mais ça dépend en fait. Après, il y a tout un jeu, je pense, derrière de souveraineté politique, souveraineté nationale, de puissance aussi militaire. Donc, aussi qui rentre en compte. Mm. Donc, il faut pas non plus. Moi, je pense que l'État, ils démonteront jamais ça, un État, que ce soit Ouais, l'État américain ou quoi. Donc, bien sûr, non, mais quand je dis démanteler, c'est pas on arrête Google, plus rien n'existe. Oui, c'est non, mais en démanteler. fait, On En fait, détruit c'est Internet. démanteler la situation de leader absolu Exactement. qu'ils ont. ouais, bah, ouais, c'est ça, bah, un peu comme. Oui, c'est le. Comment dire en termes économiques, le monopole qu'ils ont sur le marché. Ouais. Après, ouais, moi, ce que je considère comme problème, c'est que, et c'est un peu ce qu'on retrouve. Bon, alors, c'est peut-être un énorme cliché, mais moi, c'est ce que je retrouve, ce qu'on retrouve dans les séries américaines, c'est que celui qui a le plus d'argent est le mieux protégé aux yeux de la loi. Il aura les meilleurs avocats, il aura le meilleur, comment dire, bah, le meilleur groupe juridique qui va l'aider. Et moi, je pense que ça reste quand même d'être assez biaisé de ce point de vue-là, de les attaquer en justice. Et j'y crois pas trop. Je pense pas Bah, en qu'il fait, y aura un réel déjà, effet là-dessus. t'as pas de cours international vraiment de justice. Enfin, il y a aucune loi. Enfin, si par exemple une entreprise est condamnée soit à la justice internationale, y a rien qui lui oblige à payer, on va dire, la dette parce que il faut que ça revienne à l'État directement. Enfin, à l'État dans lequel l'entreprise est parce que elle n'a aucun pouvoir juridique. Donc c'est tout un système qui est hyper compliqué derrière. Donc bon, elle peut se faire incendier dans son état, donc que l'État dise oui, non, mais vous arrêtez un petit peu et on vous amende au niveau de la loi par exemple américaine si c'est aux États-Unis, si c'est la loi française si c'est en France, mais par contre mondialement c'est très difficile de le faire, c'est hyper compliqué. Mais ils avaient attaqué Apple, je crois, aux États-Unis, puis au final, ils se sont rétractés, ils Ouais, voulaient le voilà. faire et ça s'est jamais fait. Et après, et le problème c'est que Antoine a raison là-dessus, c'est qu'après ils payent les meilleurs avocats et puis ils savent tous les rouages du système, hein, et Mm. c'est Bien sûr. après c'est hyper dur. Donc bon. Et ouais, ouais, c'est un peu, moi, c'est un petit peu la question que je me pose. Et la deuxième question que je me pose, c'est est-ce que si on détruit cette situation, en fait, de quasi-monopole, est-ce que la situation sera vraiment meilleure après? Alors moi je trouve qu'il y a une question intéressante de Romain Cornelius dans le chat qui dit: «Faut-il nationaliser, certains, GAFA et les considérer comme un bien commun?» Bah, moi, je Ah le pense pas.
Je pense pas, Moi, non. franchement, ça c'est une question qui est intéressante hein, à Je se pense pas, poser. je pense pas qu'on puisse considérer, parce qu'on en a parlé dans la dernière émission. N'hésitez pas à aller checker sur YouTube, les vidéos sont disponibles. Donc voilà, on en a parlé au sujet d'Internet. Internet et les entreprises telles que les GAFA ou même les GAFAM, à mon avis, c'est pas comparable. Je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pourquoi? Euh, En fait, le nationaliser, en fait, derrière nationaliser, ce serait de dire, ben voilà, il y aurait moins de performance économique, ce genre de choses-là. Mais finalement, le nationaliser, ça pourrait être aussi un outil stratégique, que ce soit politique ou militaire, donc c'est ce qui pourrait poser des problèmes. Moi, j'ai pas d'avis encore sur le sujet là-dessus parce qu'il faudra encore vraiment plus creuser. Et c'est quand même assez compliqué. Même en ayant eu des cours d'analyse des politiques publiques, c'est quand même compliqué de trancher là-dessus. L'autre question, Vraiment, ce serait le fait que l'État garde, entre guillemets, nos données. Ça pourrait aussi être gênant. Enfin, Oui, plein de ça choses. par contre, oui. ça peut c'est être gênant de ouf. Hein. La RGPD, alors RGPD. Réglementation pour la protection des données. RGPD. Réglementation générale de la protection des données. Donc ça, Ouais, vous c'est voyez ça. quand vous allez sur un site et que vous ne pouvez pas y accéder si vous n'acceptez pas les cookies. Et bah c'est ça, c'est de la RGPD et là-dessus, Moi, je leur bah, dis que je suis au régime, mais ça passe direct. non mais j'ai un peu le sentiment que les États sont à la bourre là-dessus aussi. Et au Non, final, mais Non mais après tu vois c'est par exemple c'est vrai que ça peut être un problème, alors ça peut être un problème et pas de nationaliser parce que, bon après il y a des moi j'ai en fait j'ai l'exemple de la SNCF en tête donc c'est pour ça que je suis un peu biaisé dans la réponse parce que moi je dirais que oui, il vaut mieux. Mais, c'est vrai que si par exemple il y a un changement de gouvernement et que, l'État commence à utiliser toutes nos données, je sais pas si c'est un comment mais n'importe quel État, même si moi je mmh, pense que l'État, enfin sans grande prétention, je pense que déjà l'État connaît tout sur nous, donc oui, même sans je nous pense focus aussi, entre hein. eux, donc Je bon, pense aussi. même s'ils mettent pas ça public, moi je pense, hein, c'est que mon avis, hein, sans être complotiste, mais ce serait, on va dire, un peu chaud. Parce qu'après, bon, ça veut dire qu'on saurait qu'est-ce que tu penses, on va dire politiquement, ce qui veut dire que bah, on pourrait, je veux dire, t'écarter, je sais pas s'il y a un truc qui est mis en place ou quoi. Enfin, bon après c'est dans un État qui serait plus démocratique, hein, dans une Mais il faudrait dictature, déjà quoi. réussir à les démanteler, les GAFA, et c'est pas, c'est pas Ouais, c'est gagné. ça, mais Ouais, ouais, après, ouais. c'est quand même un enjeu économique important. Ils gagnent des milliards et des milliards, hein. Ils gagnent, Ah, mais c'est énorme. énormément, hein. Ils gagnent, je sais plus, ah, ouais, je vais dire des bêtises, je pense, mais ils gagnent beaucoup. Déjà, oui, bah, il me semble que c'est Apple qui gagne, il me semble plus que le PIB du Zimbabwe, beaucoup plus. Et qui peuvent d'ailleurs, ils imposent aussi au pays des directives aussi sur leur pays, enfin sur ces pays-là, donc bon, c'est chaud aussi. Mais alors moi, Donc voilà. il y a une autre question qui revient. Bon là, on part quasiment en débat sur les GAFA, mais vous voulez nationaliser quoi en fait? Quels sont les services qui peuvent être considérés comme des biens communs? Ouais, c'est ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui peut être considéré comme un Parce commun? que Amazon, enfin c'est une entreprise, Facebook, c'est un réseau social. C'est Alors, vrai que moi j'ai plus, ouais, moi j'ai plus le sujet internet. C'est vrai que ouais, Amazon, mais Internet, Google et Internet, c'est pas la même chose. On peut aller sur Ecosia, on peut aller sur Tor pour accéder à Internet. Bon, alors Tor, c'est pas forcément conseillé pour tout le monde, mais tu pas tort. Google, c'est un moyen d'accéder à Internet. C'est pas, Heu, oui, oui, c'est beh, pas non Google qui fournit Internet. mais non, c'est un moteur de recherche. C'est un moteur de recherche, Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. C'est Mais ça, il y a bah, le d'autres fournisseur moteurs de internet, recherche. oui, bien sûr. Bah, comme je disais, il y a Bing. Il y Il y a a Ecosia Bing, aussi, qui plante des il y arbres. a Ecosia, je pensais à Ecosia. N'hésitez pas à Euh, installer Ecosia qui plante des arbres. C'est mais bon, super cool après, pour la planète. malheureusement, c'est pas opti, hein. Ecosia, c'est pas opti, hein. Bah, Mais voilà. c'est basé sur Bing, hein, c'est basé sur Bing, hein, donc ouais. Et voilà. Et on va finir sur une phrase qui m'a vraiment fait marrer. Alors C'était. Vas-y, bah, il y a Romain qui Olivier. disait, c'est vrai qu'il disait, Romain Cornelius, en tout cas dans ça, qui dit logiciel, service de connaissance, accès à la connaissance. C'est vrai qu'on sait, on a eu un peu des cours d'économie de la connaissance, donc oui. Un petit peu, C'est vrai que les en logiciels, effet. hein, logiciels là-dessus, en open source notamment, ce qu'on avait vu, hein, donc ce qui pose aussi des problèmes de comment
de droit, comment c'est? De droit à la propriété privée, droit à la propriété intellectuelle, notamment, Antoine, si tu te souviens Mmh. bien. Ouais, mais moi, Donc, il y a un truc que je me pose la question aussi, c'est est-ce que la connaissance est un bien commun? et voilà, Mais c'est là, ça. c'est encore un autre débat, hein. On va pas s'éterniser là-dessus. On peut passer des heures là-dessus. Franchement, Ouais, c'est moi, vrai. c'est des questions qui me fascinent. Moi, j'adore. Mais on peut passer des heures là-dessus. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Sandra. Eh ben, merci à Hein, vous. et on Merci va se d'être finir venu. sur la phrase bah, si on a pu Wikipédia, on achète des livres sur Amazon. Non, c'est une blague. Ben voilà. Toutes Ben, les libraires indépendants, ce serait mieux quand même. merci beaucoup, Sandra. Eh bien, bah, à bientôt. À Allez, bientôt. on va passer tout de suite à la deuxième question qui est, eh bien, finalement, est-ce qu'on peut réconcilier numérique et environnement? Bon alors, Olivier, est-ce que c'est pas un petit peu une grande partie de ton mémoire, Olivier? Déjà, donne-nous l'intitulé de ton mémoire, s'il te plaît, Ah, pour nous mais remettre je un sais peu pas si dedans. mais ouais, en gros, ça parle de l'économie circulaire, l'économie circulaire et on va dire des limites de la biosphère. Parce on avait discuté un moment et on avait parlé un petit peu du numérique, justement. Ouais. Et il doit y avoir Avec un débat avec, Corentin, il me semble, hein, c'était ça, hein. Avec un Corentin, on avait débat débattu là-dessus. avec Corentin. On avait parlé en fait de la 5G. Pour les plus anciens d'entre vous, merci d'être encore là. Et on avait parlé de la 5G et un petit peu voir les impacts de la 5G avec l'environnement. Et du coup, donc, vous me connaissez, je vais refaire une petite introduction. Pour la forme, allez. Donc, on se rappelle, hein, le numérique, ça explose depuis 75 ans là, à peu près. Enfin non, depuis 25 ans, ça explose. Tout le monde a un téléphone portable, au moins. Oui. Tout le monde a au Bah, moins tout le un monde. téléphone portable. En moyenne, pardon. En moyenne. Je crois que la moyenne elle est supérieure à 1 d'ailleurs. On est à 1,2 téléphone portable par professionnel. Euh, donc, en plus de ça, qu'est-ce qu'on a l'année dernière? La crise sanitaire qui arrive. Donc là, plus de contact en présentiel, full distanciel. Les cours sur Zoom, sur Discord, j'en ai vu sur Twitch. J'ai vu des cours se dérouler sur Twitch. Euh, Pareil, on n'envoie presque plus de lettres. C'est terminé les lettres à la poste, etc. Donc c'est cliché, hein, c'est cliché. C'est terminé les lettres à la poste. On envoie des SMS, on envoie des mails, on envoie des fax. J'en ai vu, j'en ai vu, ça existe encore. Rappelez-vous des fax. J'en ai vu. Donc voilà, les visios, elles commencent à prendre la place des réunions. Et en théorie, tout ça, cette augmentation de l'utilisation du numérique, ça réduirait les déplacements, ça réduirait le transport, et donc, par effet boule de neige assez rapide, ça réduirait la pollution. Est-ce que c'est vrai, Oli? Est-ce que dans Non, l'idée... Alors non. pourquoi? Alors, alors, quel est le point que j'ai évoqué qui te convient le mieux? Qui te parle le plus? Pour détruire un petit peu cette image de le numérique, c'est mieux. Non, mais c'est on va dire, c'est ce qui enfin, je sais pas, plus de télétravail, non, je suis pas d'accord. Moi, c'est pas ce qui va permettre de sauver l'humanité, hein, on va dire, et puis même de réconcilier, le numérique avec l'environnement, hein. C'est une bulle, pour moi, c'est une bu si on compare à la finance, c'est une bulle spéculative de comment de, à l'échelle de la planète, hein. Le numérique, Alors attends, image un peu plus, parce que ouais. Non, mais je l'ai pas. tu vois, le numérique, c'est comment, même avec l'instauration du télétravail, ce genre de mesures-là, je ne pense pas, en tout cas que les gens vont changer leur habitude de consommation, que ce soit pour la voiture, ce genre de choses-là, et même pour la 5G, hein. Les gens, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder beaucoup plus de vidéos, ils vont beaucoup plus télécharger, Ouais. notamment regarder Netflix, hein, donc c'est pas ça qui va faire que ça va, enfin, que ça va arranger que grâce à ça,
grâce à, en tout cas, la 5G, au développement du numérique, qu'on va beaucoup moins polluer. Moi, je suis pas trop d'accord là-dessus. Ça, bon, en fait, c'est un principe d'effet rebond, hein, comme on a vu sur la première émission. Hein, l'effet rebond, bah, une fois qu'une technologie qui a été faite d'ailleurs par Jevons, hein, en 1865, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, aussitôt que ça. Ah oui, 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 bah, en fait, il avait expliqué par rapport au charbon. Donc, il avait dit le charbon, il avait fait un constat. Il avait dit, ben, le charbon, une technologie comme le charbon, il y avait des innovations qui avaient été mises en place où c'était plus facile de l'extraire. Donc, en fait, comme c'était plus facile de l'extraire, ben, le coût a diminué et tout le monde se chauffait après au charbon. Ce qui fait qu'il y avait eu un effet rebond, et notamment aussi sur le pétrole, hein. Il y avait aussi sur le pétrole. Mais ça a été à la base sur le charbon. Donc un effet rebond, quand on parle d'effet rebond, notamment dans l'économie des ressources, hein, donc ça peut servir à tout le monde, ça, c'est que ben, une fois qu'une ressource est plus accessible, eh ben, elle sera automatiquement plus consommée par la majorité de la population. Parce que plus de monde aura accès à cette ressource-là. Alors oui, je vais revenir un petit peu parce que là, on voit la question, qu'est-ce qu'on entend par numérique? On parle de travail ou aussi de consommation personnelle. On prend tout en compte. On prend tout en compte, Ouais, tout du en compte. mail, de Bill Gates, à son, N-1, à, mon grand-père qui m'envoie une cybercarte tous les ans pour me fêter mon anniversaire. On parle de tout. On prend tout en compte. Non mais, Ah oui, ça se mieux quand même vrai une carte, hein, fact, vrai fact, hein, Ah ouais, c'est et c'est toujours excellent. ah, Heu sous 2010, hein. Mais c'est pareil, c'est pareil. Qu'est-ce qui consomme énormément les newsletters? Alors, Ouais, les newsletter de newsletters, les mails, mesdames et messieurs, énormément de personnes le savent, supprimez vos mails. Supprimez vos mails, les anciens mails, faut tout supprimer. Ça, c'est une catastrophe parce que en fait, ces mails-là, en fait, il y a la personne qui va l'écrire, qui va vous l'envoyer. Ah, j'aurais dû avoir un graphique. Qui va vous l'envoyer. Ça va passer par un serveur physique, puis ça va arriver sur votre boîte mail, mais sauf que le mail qui est sur votre boîte mail, il va toujours être stocké quelque part. Et en fait, pour stocker ce mail, eh bien, ça va consommer de l'énergie. C'est un petit peu ça, Olivier, le mode de ouais, c'est fonctionnement. ça. Et Mmh. donc, ça, pour un mail, ça va, mais allez dans votre boîte mail et comptez le nombre de mails que vous avez et comptez le nombre de personnes qu'il y a sur la planète qui utilisent des mails, et vous vous rendez vite compte que au niveau de l'environnement, c'est une catastrophe. Bah, bien sûr. Ça consomme surtout des serveurs, de l'énergie, ce genre de choses-là, donc c'est horrible. Alors, c'est vrai on avait déjà parlé du coup d'un premier débat là-dessus, on avait dit un peu les tenants et les aboutissants, notamment au niveau de la consommation énergétique, les problèmes d'extraction des matières. Il y a Colonel Barra qui avait notamment dit: «Il reste quelques diamants en Afrique pour faire des iPhones pour Apple». Ouais, c'est possible. Mais avec les diamants, on fait pas d'iPhone, il me semble, hein. Mais voilà. Alors Il y a même dans comment les cartes mères, on n'utilise pas ces métaux précieux pour... dans les cartes mères, on utilise, alors, qu'est-ce qui est utilisé Alors, vas-y, oui, trouve ta réponse, Oli. Moi, je vais réagir parce que là, il y a Pimous qui met je vais supprimer mes 3000 mails. Mesdames et messieurs, le ah site ouais. Unroll Me vous permet de vous désabonner de toutes les newsletters que en fait, elles vont apparaître au fur et à mesure. Donc, Fnac, Orange, machin, etc. Et vous cochez les mails que vous voulez vous désabonner. Vous allez sur Unroll Me. Donc voilà, une par une, toutes les newsletters de votre boîte mail. Il reste plus qu'à cliquer sur désabonner. C'est gratuit, simple, efficace. Il nous sort une infoulée avec les diams, il est fou. Hem, Donc voilà. alors, Antoine, Oui, merci. Merci pour ce site, hein. Alors moi, par exemple, enfin moi, par exemple, alors je sais pas si je suis un des seuls à le faire, mais moi je supprime toujours tous mes mails, tous les mails inutiles, notamment ceux de je la me fac. désabonne aussi, ceux de la fac. Alors c'est la fac, tous les mails de la fac de l'administration, c'est supprimé, hein, directement là, ça part à la corbeille et c'est supprimé. Je supprime aussi, mais en fait, c'est pas le tout de le mettre à la corbeille, moi je supprime après la corbeille, hein, à chaque fois. Oui, il faut Et supprimer même la corbeille, hein, puisque... et même sur mes mails, hein. Même sur mes mails perso et tout, sur mon adresse, je fais toujours ça. Hmm. Parce que je suis très, très soucieux de l'environnement. Et puis Bon, en fait, parce que faut c'est que mieux je rangé refasse, aussi. ouais. Oui, c'est mieux rangé Hem, aussi.
Donc, Bah alors Tubi, en euh, fait, ce qui va se passer, c'est que sur Unroll Me, ça va entre guillemets bloquer les, ça va bloquer les newsletters. Mais ils arrivent alors, encore à passer. Non, ouais, c'est non. clair. Ça, c'est ouf. Donc, alors, moi, j'aimerais bien recentrer le débat, notamment sur les déchets. Oui. C'est ça qui est important, Ah oui, c'est les déchets sur les numériques, oui. déchets. Donc, on avait dit, donc, pour rebondir sur l'infolie qui m'avait été dit de Colonel Barra, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une extraction de métaux rares, donc des métaux rares ou aussi métaux stratégiques, hein. C'est ça qu'il faut savoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces métaux-là? Donc, une fois que vous avez utilisé votre iPhone, enfin iPhone ou autre, hein, je veux pas cibler de marque, votre smartphone, durant une paire d'années, on va dire 4 ans, 5 ans au meilleur cas. Moi, j'ai mon père, ça fait 7 ans qu'il a son smartphone, c'est incroyable. Euh, donc, on va dire 4-5 ans. Généralement, ça change au bout des 3-2 ans, des 2-3 ans. Eh bien, vous jetez votre téléphone. Alors, ils peuvent être récupérés dans les déchetteries, mais ce qu'il faut savoir, c'est que bah, au niveau mondial, donc les déchets électroniques et électriques, donc ça fait partie aussi du numérique, mais ça englobe tout ce qui est tout ce qui a en fait en gros une carte mère, enfin, un système électronique. Et ben ça représente à peu près en 2019 au niveau mondial, c'est 7,6 kilos par habitant. Donc ce qui représente 50,6 millions de tonnes qui sont produits chaque année. Ah Donc oui, de D3E, on appelle ça les D3E. Milliards. Merci Titi. Donc c'est encore pire. C'est milliards. milliards. Je confondais avec la France sûrement, parce que la France on compte en millions. Donc milliards. Donc c'est absolument quelque chose d'astronomique. Et ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est à tous les recycler. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ben, la voiture électrique que vous achetez, il y a une voiture électrique aussi, mais il y a des métaux ben, qu'on n'arrive pas à recycler, donc notamment qu'on n'arrive pas à récupérer, le silicium, c'est un métaux stratégique aussi, mais un métaux qui est difficile à Le recycler. lithium. Lithium aussi, c'est très difficile, donc ces batteries-là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on jette après, on ne sait pas où les mettre. On les envoie d'ailleurs on envoie aussi nos déchets un peu Alors, partout dans le pays. on les envoyait en Chine, notamment. Mais ça, c'est métaux plastiques. Mais en fait, c'est des métaux Mais ça, c'est plastiques, ouais, donc lui, c'est autre chose. C'est autre chose. On en reparlera aussi. c'est autre chose. On en reparlera On en peut-être un peu à la fin. reparlera peut-être un jour. Mais donc, il y en a un de nos collègues, hein, d'ailleurs, qui fait un mémoire là-dessus sur les déchets, donc les déchets des D3E et un de nos modos. Donc, il s'y connaît beaucoup sur le sujet et moi aussi, je travaille en parallèle un peu sur ce sujet-là parce que ça rentre en fait dans le cadre de l'économie circulaire. Et ce qui est important, bah, c'est que il y a il y a un potentiel en fait de développement de filières de recyclage qui est énorme, mais le problème de ça, c'est que ça produit énormément de déchets et des déchets en fait qui se décomposent très longtemps dans l'environnement. Dans l'électronique, il y a beaucoup de plastique aussi qui sont utilisés. Il y a des métaux bah, qui mettent des milliers d'années à se dégrader. Mm. Donc, un des soucis majeurs, c'est de pouvoir, notamment en partenariat, donc je pense l'État et les entreprises, de créer mais ça va arriver, hein, j'espère en tout cas que la crise de Covid a incité ça, de créer des filières, enfin de créer un partenariat en fait entre l'État et les producteurs pour pouvoir créer des produits plus respectueux de l'environnement. Donc on va dire on peut remplacer des pièces et les pièces sont recyclables. Ça serait bien Ouais. aussi parce que le numérique, il consomme énormément là-dessus. Mais alors justement, je vais empiéter justement là-dessus pour vous parler d'un téléphone éco-responsable. Ça s'appelle le Fairphone. Fairphone comme... attendez, je vais vous trouver une petite image. Le Fairphone comme le respect, le téléphone respectueux. Ceux qui veulent un peu plus d'informations, voilà une interview brute du Fairphone, des présentateurs du Fairphone. Et donc, en fait, Fairphone est une entreprise néo-zélandaise de fabrication de smartphones. Et en fait, c'est le premier téléphone qui est dont le cahier des charges du respect de l'extraction est extrêmement contrôlé. Donc, pour que les personnes qui extraient, ça se dit comme ça, qui extrait les métaux soient bien, comment on dit, Olivier? Aide-moi.
Je trouve pas mes mots. Excuse-moi, j'ai pas très bien entendu ce que tu disais, j'ai eu un petit bug. Enfin, soit bien respecté finalement. Ouais. Et en fait, c'est le premier téléphone qui est livré avec un tournevis. C'est-à-dire que si la batterie ne fonctionne pas, plutôt que de racheter un téléphone, enfin si la batterie ne fonctionne plus, plutôt que de racheter un téléphone, vous allez sur le site de Fairphone et vous rachetez une batterie. Et vous avez juste Alors à attends, démonter et à remonter derrière. ça c'est n'importe quoi parce que finalement c'est ce qui se faisait avant dans les anciens téléphones. Dans les anciens téléphones, je sais pas si vous vous souvenez, dans les années 2010-2015, c'était ce qui se faisait, hein. Et alors, Euh, c'est pareil, il on faut que pouvait, je... Vas-y, continue, on Olivier. pouvait, on pouvait changer notre batterie directement. On Alors avait là, juste à ouvrir le capot arrière, donc sur le téléphone, le capot arrière, hop, on l'enlevait et puis on oui, c'est pouvait vrai. récupérer la batterie, Ça, je changer me de rappelle. batterie. Mais alors, Et ça fonctionne aussi avec Enfin, donc chez Fairphone, c'est aussi avec la caméra, avec les haut-parleurs, donc avec la batterie, avec... Il y a quoi d'autre? Module supérieur, donc ça va être la caméra frontale, la carte mère, que je regarde, il y a la coque aussi. Il y a les systèmes de branchement. Donc, c'est quand même un peu ouais, plus mais que ce qu'il y avait à l'époque. ouais, mais en fait, c'est sûr. Après, moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui est pas bricoleur, bah, est-ce qu'il va s'embêter à acheter ça? Parce que une fois qu'il enfin, moi, c'est un peu Bah mon avis alors, derrière. alors non, 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 non. Là, c'est vraiment, c'est pas être bricoleur, hein, c'est juste, faut démonter, tout est accessible. Non, Même, non, mais ouais, mais je veux dire, même il y a des la gens coque derrière est transparente et on voit tous les modules. Ouais, là, je suis en train de ouais, vendre Fairphone complètement. non, mais c'est bien. Non, mais t'as raison, hein, tu raison, mais après, moi, ce que je vois derrière, c'est bien, mais alors, est-ce que les composants derrière sont eux recyclables? Qui changent? Pas sûr. Hmm. Donc c'est ça, en fait, c'est que, c'est juste du remplacement de pièces. C'est pas forcément, plus durable pour Alors, l'environnement. ils font quand même quelque chose pour les pièces détachées, hein. Alors, je vais vous passer. Mais c'est bien, hein, il faut qu'ils développent ça, hein, c'est bien, juste, moi j'ai la critique là-dessus. Oui, mais ils font vraiment des. Bon, en tout cas, c'est le mieux qu'on puisse trouver, en tout cas, en matière de respect, que ce soit écologique, que ce soit du respect des normes sociales aussi, du respect des droits de l'homme. C'est ce qu'il y a de mieux quand même. Dans le monde, c'est ce qu'il y a de mieux. Et alors, ça pose pas un problème de garantie. De changer la batterie toi-même, la garantie producteur ne s'applique plus. Faut regarder les conditions, Titi. J'ai pas trop regardé au-delà de ça. C'est pas mal ce que vient de souligner. La question de Titi est bonne. Il faut qu'on se renseigne. Très clairement, il faut qu'on se renseigne. Ouais. J'avais eu la chance de travailler sur le Fairphone. J'en ai fait un dossier. Euh, je sais plus où je l'ai mis. Moi, je pense pas que les composants soient recyclables. Ah, j'ai pas dit qu'ils étaient recyclables. Non, mais en fait, c'est ça, le truc, c'est que, c'est de l'économie circulaire un peu cachée, on va dire. C'est que c'est bien, en fait, tu peux changer les composants de ton téléphone, c'est super, mais en fait, ça, derrière, tu en fait toujours du profit et de la rentabilité. Ce qui est normal, hein, c'est le fonctionnement d'une entreprise, mais derrière, en fait, est-ce que c'est plus viable pour l'environnement? Je sais pas. Ah bah, c'est mieux que de racheter tous les mêmes composants, tous les mêmes Bien modules, hein. sûr, bien sûr. Ça, Et c'est sûr. d'ailleurs, c'est ça aussi qu'il faut voir, qui est un peu chiant d'ailleurs pour les téléphones, c'est qu'avant on pouvait démonter la batterie, on pouvait au moins changer la batterie, ce Ah qui oui, était oui, déjà oui. pas mal. Mais là, on Là, peut plus maintenant, c'est vraiment le plus faire. On faisable. peut plus C'est faire, plus c'est plus faisable. faisable. Plus rien n'est faisable. Moi, je me rappelle, en effet, qu'une fois, on avait tout démonté pour changer juste les haut-parleurs, quoi. Puis ça Mmh. marchait derrière. Maintenant, Et maintenant, c'est pour ça que ça se développe aussi, il y a un marché qui s'est développé derrière de réparateurs de téléphones, hein. oui, oui, Donc oui. c'est un truc qui se développe, À mon avis, ça va revenir, ouais. Ça va bien revenir, là, les Non, réparateurs. mais c'est déjà là, hein, c'est déjà bien ancré. Comme les téléphones ne sont Bah, plus, on va dire, accessibles, les réparateurs de téléphone, eux, ils savent comment faire pour ouvrir le téléphone et ils savent comment oui, changer oui. tout. Bah, après, Donc c'est c'est sûr que si les téléphones commencent à coûter 1000 ou 1500 balles, on va commencer à se dire, ouais, peut-être la réparation, c'est peut-être pas mal, ouais, c'est plutôt que ça. le rachat. Donc Mmh. voilà. Donc ça, c'était pour la partie téléphone. Voilà, ça, c'était ma petite partie de téléphone. J'ai fait un travail sur le Fairphone, je voulais en parler. Alors, donc, au niveau des déchets, donc, on a parlé des voitures électriques, on a parlé Ouais. des téléphones. Donc, quand on parle des téléphones, évidemment, on prend aussi en compte les ordinateurs, hein.
c'est le même fonctionnement, hein. Finalement, c'est un petit peu le même fonctionnement parce que c'est les mêmes Mais en composants fait, qu'on trouve dedans. les gens ne se rendent pas compte, hein, les gens ne se rendent pas compte des difficultés en tout cas qu'ont l'État pour recycler les déchets. Ils ont vraiment du mal avec ça, hein. C'est que les filières de recyclage, elles ne recyclent alors, sur les D3E, donc je me souviens parce que j'avais fait cette partie-là avec mon ami on creusait le sujet tous les 2 ensemble parce qu'on devait rédiger une partie là-dessus et c'est vrai que, sur les D3E, donc les déchets, électriques et électroniques, il n'y avait seulement que 34 qui étaient recyclés. Donc c'est ce que disait en fait l'Union européenne, alors que la France disait qu'ils recyclaient en fait de ce qu'ils récupéraient, donc ils récupéraient même pas la moitié Ouais. des déchets électroniques et électriques, ils recyclaient 75. Donc bon, c'est pas beaucoup non plus, hein, donc c'est pour ça, donc il y a une grande partie, donc il y a quand même une sacrée grosse partie qui part, directement à la décharge et en fait, les ils sont traités, mais bon, après, c'est des chiffres de l'État, on sait pas trop. Mmh. Ouais. C'est Mais ça qui est un peu alors, oui, enfin, c'est comme les machines à laver. Si l'alimentation est morte, ça revient plus cher de changer l'alimentation que de changer la machine. Mais là aussi, le problème est que les entreprises de fabrication de machines à laver ne font pas des alimentations de machines à laver, en fait. Et du coup, il n'y a pas de stock. Et en fait, l'autre souci, ce serait quoi? C'est qu'on récupère pas, quand une autre pièce est défectueuse que l'alimentation, on récupère pas l'alimentation. Ce serait ça le problème aussi, Oli? Olivier? ouais, ouais, directement. J'ai trop l'habitude de t'appeler Oli. Pas de souci, mais non, mais il faut de toute façon, en fait, il faut carrément changer le système dans lequel on est. C'est plus un système linéaire qu'il faut, c'est un système circulaire. Mmh. On n'est plus dans cette logique de fabriquer, de extraire, fabriquer, consommer, jeter. Il faut en fait, au contraire, il faut amener vers une économie circulaire. Mmh. Et c'est là en fait où c'est compliqué parce que voilà, valoriser la réutilisation, la réparation, comme dit Titi, il a raison. Il faut en fait produire. En fait, c'est un peu d'ailleurs l'objectif de l'économie circulaire au niveau européen pour limiter les déchets des 3 hommes et les déchets en général, c'est de produire plus avec moins. Mais est-ce que c'est possible ça? S'il n'y a pas d'innovation derrière, c'est compliqué. Donc il y a Kubi qui nous dit il y a des magasins qui s'appellent les ressourceries qui prennent tous les engins d'occasion et les réparent avec les pièces détachées encore en état de marche. Ouais. Mais ça, c'est ce qu'il faut en Oui, fait, ça tout fait partie, simplement. ça fait partie de l'économie circulaire, ouais. Ouais, Et c'est bah oui, carrément. C'est quoi la ouais. définition en fait de l'économie circulaire? Ça va être quoi? Alors, C'est tendancieux, hein, c'est... alors si tu veux une définition universitaire, Non, 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 l'économie circulaire, vulgariser au possible, hein. vulgarisée au possible. Alors attends, je te cherche ça. L'économie C'est circulaire vise à changer de paradigme par rapport à l'économie dite linéaire, en limitant le gaspillage des ressources et l'impact environnemental et en augmentant l'efficacité à tout le stade de l'économie des produits. Donc voilà, ça résume bien, en gros, mais pour voilà, c'est ça. résumer. Merci Titi, j'ai sorti la définition de la fondation Ellen MacArthur qui est en fait pionnière un peu, enfin pionnière, qui promouvoit énormément l'économie circulaire. euh, voilà. Ouais, en gros, c'est plutôt que se dire, bon allez, on va faire euh, récupération des matières premières, construction du produit semi-fini, construction des produits semi-finis, vente excusez-moi, je vais un peu loin là. Vente et on jette et on s'arrête là. Plutôt que de faire une ligne comme ça, on va essayer de faire un cercle en fait, économie circulaire. Ouais, c'est ça. Et de réutiliser en fait ce qui est jeté pour la production. Donc voilà, les friperies, tout ça, solidarité textile. Oui, il y a maintenant, ça se développe aussi, c'est les t-shirts faits à base de produits recyclés. Il y a de plus en plus de... Les magasins Elaus, apparemment. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se développent autour de ça, hein. Mm, On c'est recycle ça. de plus en plus. Bah, on recycle de plus en plus, oui et non. C'est pas forcément vrai, c'est pas tout le temps vrai, hein. Ah oui? Ça dépend comment, par exemple, il y a un bon exemple d'ailleurs durant la crise du Covid-19. Hmm. Il y a eu un effondrement des prix, sur le marché des papiers
Et en fait, un des trois, on va dire des deux grands piliers du recyclage en France a dû fermer ses portes. Parce que il n'y avait plus de rentabilité économique derrière. Donc Ah en fait, oui, ça fait un centre de tri qui est plus traité, donc ça veut dire qu'il y a des papiers qui sont plus traités. Donc c'est un gros problème, hein. C'est un gros problème. là, ils ont pas Donc réouvert c'est pour ça. une fois que le papier est reparti. Ouais, bah, le papier est pas reparti, je pense. Ouais, Et Colonel Barra qui dit on va la sauver cette planète. on espère. On espère, hein, on Ah, espère. tout faire Mais pour. oui, moi de toute façon. Alors moi je dirais toujours, hein, enfin en tout cas pour ce qui est des 3 E, pour moi c'est même comment du numérique, pour moi c'est une bulle, c'est vraiment une bulle de comment contre l'environnement. Et ce que je pense, c'est que alors il y a une phrase d'un célèbre économiste, comment Kenneth Boulding qui disait euh, penser, enfin produire dans une économie. Alors attends, je vais te retrouver la phrase, j'ai pas envie de la dire Ouais, mal, parce mais que je, sinon je vais, je c'est pas vais, ouf. je vais rebondir sur ce que disait Kubi, là, un objet que vous utilisez plus, ouais, brocante. Non, mais oui, ça dépend. Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut Alors, continuer attends, indéfiniment non. dans un monde fini est un fou, hein, un Au économiste. lieu de Voilà. faire une brocante, amenez-les en ressourcerie ou chez Emmaüs. Ouais, après, ça dépend. Ça dépend de l'objet. Ouais, le bon Bah, coin après, aussi, ouais. à la déchetterie, de toute façon, ils le reprennent aussi, hein. Mais comment c'est ça, c'est alors Emmaüs, les ressourceries, et surtout, alors Emmaüs, c'est dans l'économie sociale et solidaire que ça se place. Donc c'est une part, l'économie sociale et solidaire. J'ai des chiffres. Ouais, la Donc brocante, elle favorise la réutilisation aussi. Marque de la brocante, vêtements dits éco-responsables fleurissent de partout et tout cela, ce n'est finalement plus très écolo. Ah, ça dépend. Ça dépend. alors donc l'économie sociale et solidaire, recyclerie, association caritative, ça représente 30% du chiffre d'affaires donc du secteur du remploi et de la réutilisation et 73% des emplois. Voilà. Donc c'est pas négligé, hein. Je ne m'habille que chez Emmaüs. Bah, c'est très bien, c'est super bien. Mais de toute façon, faut essayer de plus acheter de vêtements, en fait. De vêtements neufs. Donc, les entreprises. Chez enfin, pour revenir sur les vêtements, on n'est plus dans le numérique, mais on en parle quand même aussi. Euh, Zara, H&M, Okaidi, tout ça là. C'est une catastrophe écologique, hein. Tout ça, c'est une catastrophe écologique. Ouais, c'est clair. Et sociale aussi. Sociale aussi. Parce Mm. que qui fait les Alors juste, vêtements? ouais, voilà. Alors juste, je ressens juste le sujet, Ouais, Antoine, ouais, il y a on quelque va chose recentrer, ouais, parce que là, ce qu'on dit, ça n'a qui plus de vient rapport de. avec le titre. Donc tu vois, il y a quelque chose qui vient juste de me revenir en tête, mais c'est vrai que, alors, comment une. Donc un problème aussi. Donc là, c'est vraiment contre le numérique. Donc désolé, hein, même si moi aussi je suis un amateur un peu Ouais, euh, de numérique, notamment d'ordinateur, un peu de hardware. Le problème, alors si vous ne savez pas, il y a un problème d'approvisionnement au niveau des semi-conducteurs à l'échelle mondiale. Les semi-conducteurs, ça sert à quoi? Ça sert à faire tout ce qui est des cartes mères, des cartes graphiques. C'est un petit matériau qui est exclusif dans cette utilisation-là. Et le problème, c'est que il y a un problème d'approvisionnement au niveau mondial. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces produits-là, donc pour produire tout ce qui est PC, téléphone, même aussi pour les téléphones, hein, c'est utilisé, eh bien, ça utilise énormément d'eau. Et notamment, il me semble que c'est à Taïwan, il y a une sécheresse qui est en train de se passer dans le pays. Et c'est une des entreprises qui produit le plus de semi-conducteurs au monde. Ça doit être un des leaders du marché, si je ne dis pas de bêtises. Énormément d'eau. C'est le petit matériau là, le petit truc en métal.
Excusez-moi, il y avait plus de son. Ouais, c'était un lancement intempestif de jingle. Ça arrive au moins une fois par soir. Ça, c'est tout petits trucs là. Donc voilà, oui, donc En métal, ceux-ci là. sont les semi-conducteurs. Donc c'est quoi? C'est les petits points? Ouais, c'est ça. C'est un peu tout ça, quoi. Les petits points, tout ça. Tous les matériaux là, tous les semi-conducteurs. Alors, Et on va zoomer de manière. ouais, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, normalement, c'est ça. Donc voilà, ça va être de manière peu efficace, hein, peu orthodoxe. Donc voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc c'est ça, hein, c'est même la plaquette que tu mettais là, c'est ça, ce semi-conducteur aussi. Ok. Donc, il y a un problème d'approvisionnement au niveau mondial. Ce qui fait que. Alors, déjà, donc, il y a un problème d'approvisionnement au niveau mondial, mais ça peut être dû à la crise du Covid-19, enfin bref. Mhm. Mais ça utilise énormément de ressources en eau. Et le problème, ce qu'on sait, c'est que ça va être un enjeu stratégique dans les années à venir, l'eau, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique, ils se battent pour l'eau, hein. Notamment le Nil, hein, qui longe Égypte. l'Égypte, mais aussi en dessous. Donc ils se battent pour l'eau, hein, notamment pour les barrages, ce genre de choses-là, enfin bref. Et il y a une sécheresse du coup en Thaïlande, je répète, et ils ont du mal à produire des semi-conducteurs parce qu'en fait, ça utilise énormément d'eau pour le produire. Voilà. Donc voilà, c'est comme les tomates, Sauf pour la planète. ça coûte de l'eau. Ouais. C'est- Donc voilà. Donc on vous a donné deux, trois petits tips pour réduire l'empreinte environnementale Mm. de notre Mais après, consommation. le mieux pour réduire son empreinte environnementale, c'est c'est D'habiter dans une grotte et de ne pas avoir Non, internet. non, pas du tout, mais c'est d'utiliser le plus longtemps possible ces composants électriques et si possible de les réparer. C'est le plus important, ça. Donc je rappelle, essayez de ne pas changer à tout va de composants électroniques, donc que ce soit la téléphonie, mais même les casques, par exemple. Les Ouais. casques, les micros, les machins. Sur internet, pour les boîtes mail, vous allez sur unroll.me. Apparemment, Voilà. il est comment Apparemment, il est down en Europe. il est down, ouais. Kubi a testé, il est down en Europe. Pour les utilisateurs Gmail, il y a un bouton se désabonner sur Gmail. Voilà. Comment ça, RIP, on n'a rien entendu? Ils ont pas entendu mon discours? Aïe, aïe, aïe. Ça fait crash Non, le c'est pas site. Oui. Oui. ça fait crash le site. Non, si, t'en fais pas, Oli. C'est parce que j'ai re-switché de. J'ai fait une bêtise. Encore. D'accord, Oui. c'est pas Oui. grave, c'est pas grave. Encore. À la campagne, au fin fond de la Creuse, ils se prêtent les équipements de base et ils recyclent ce qu'ils peuvent pour réparer. Pas besoin du numérique. Vive le mode de vie villageois. Je ne crois pas au modèle Amish. Mais oui, mais c'est ça, hein. Mais c'est comme ça qu'il c'est comme ça qu'il faut faire tourner, hein. Qu'il faut faire tourner les équipements. Après, il y Ouais. a peut-être un souci équipementier Ouais. pour s'équiper au fin fond de la Creuse. Mais au niveau de Après, moi, je suis pas. l'environnement, c'est parfait, quoi. Ah, C'est une Après, moi, je dinguerie. suis partisan de moi, je suis partisan de la décroissance, alors bon. Oui, ouais, c'est vrai que jusque-là, au-delà de ça, voilà. Donc voilà, mesdames et messieurs, on vous a présenté une nouvelle fois quelques petits tips. On va se retrouver donc. Merci Olivier de ta présence. Merci Sandra aussi pour la chronique de tout à l'heure et merci vous dans le chat d'avoir participé à cette soirée et d'avoir participé tout simplement dans le chat. On va se retrouver dimanche prochain. Dimanche prochain, je vais vous retrouver à partir de 18h pour discuter avec vous des dernières actuelles qui sont passées cette semaine. Voilà, tout simplement. Alors, Kubi, n'hésite pas à nous dire quel livre c'était, qui explique comment fabriquer soi-même tous les objets nécessaires pour vivre au quotidien. N'hésite pas à nous le dire. Merci à vous tous. L'autosuffisance de John Seymour. Pas Zemmour, Seymour. Avec un S. Ah, voilà. on était parti à N'hésitez l'extrême pas. droite, là. N'hésitez pas à aller checker. Donc voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Passez une excellente fin de soirée ou début de soirée pour ceux qui la démarrent. Et puis voilà, on se dit et merci aux modérateurs aussi, Colonel Barat, Titi King et Zilfa. Et puis voilà, on se retrouve dimanche à 18h pour les actus de la semaine. Merci beaucoup. Merci à tous, au revoir.